Bien, mes chers collègues, après l'audition hier du ministre du Logement, Patrice Fergrit, de l'autre côté de la rue au 126, nous avons le plaisir d'accueillir M. François Sauvadet, président de l'Association des départements de France. Merci, Monsieur le Président, de vous être rendu disponible pour cette audition. Nous souhaitions vous entendre sur une série de sujets qui sont à la fois des sujets de court, moyen terme, et on parlera évidemment de la question de la situation financière des départements, et notamment de 14 départements qui sont en situation difficile, mais aussi de l'exercice des compétences par cette collectivité territoriale qu'est le département, et dont j'indique d'ores et déjà ici que nous y sommes tous les uns et les autres, avec nos expériences différentes, très attachés. Un premier point peut-être, parce qu'il s'agit d'un point d'actualité sur les compétences sociales des départements, et notamment en matière d'enfance. Vous nous en direz un mot. Vous avez vous-même, à Strasbourg, lors du congrès que vous y avez tenu récemment, dit que le département n'était pas seulement la collectivité du social, mais elle est d'abord la collectivité du social pour beaucoup de Français. Et je voudrais évoquer ici en ouverture la question du financement du revenu de solidarité active. Une hausse de ce revenu de solidarité active de 4,6% est en effet prévue pour 2024. Cela résulte d'un mode de calcul qui est de revalorisation qui est très favorable aux bénéficiaires. Je voudrais savoir la manière dont les départements se préparent à subir cette hausse, et surtout le premier bilan qu'ils tirent des expériences de recentralisation qui ont pu être menées dans la gestion du RSA dans les 3 départements métropolitains qui ont fait cette expérimentation, la Seine-Saint-Denis, les Pyrénées-Orientales et l'Ariège. Et puis, j'enchaîne tout de suite sur ce que je venais d'évoquer, sur les mineurs non accompagnés, dont nous le savons tous aujourd'hui, pour qui les capacités d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement des départements sont aujourd'hui saturées, avec un nombre croissant aussi de mineurs à accueillir dans ces conditions, nous le savons. Une question peut-être sur les discussions que vous avez eues hier à Matignon sur ce sujet, sur les conclusions que vous en tirez, au-delà des annonces que la Première ministre avait pu faire d'ores et déjà en conclusion du congrès de l'ADF, notamment une revalorisation de 100 millions d'euros de l'aide d'État à l'évaluation de minorités. Deuxième sujet, au-delà du social, la question du logement. Et ici, on est plus à la fois sur une compétence que vous exercez déjà. Je rappelle que 89 départements ont leur propre office de l'habitat, mais aussi au cœur des questionnements que nous sommes en train de nous poser dans la perspective d'une loi dont vous savez, Monsieur le Président, qu'elle pourrait arriver à la fin du premier semestre de l'année prochaine, sur le logement au sens large et notamment sur sa décentralisation. Lors des rencontres qu'avait organisées mon prédécesseur Thomas Cazenave au mois de juin de cette année, en 2023, qui avait été consacrée à cette question de la décentralisation de la politique du logement, c'était l'échelle de l'intercommunalité qui avait été identifiée assez spontanément comme étant la plus pertinente pour donner du contenu à cette notion d'autorité organisatrice de l'habitat, qui est aujourd'hui restreinte aux collectivités qui disposent d'un PLUI. Et pour une décentralisation accrue, je pense notamment à la question des zonages, à la question de l'aide à la pierre et à la question de la gestion décentralisée de MaPrimeRénov'. Pour autant, dans les débats que nous avons eus, y compris lors de la publication du rapport qui a suivi ces rencontres et que j'ai eu l'honneur de signer au nom de la délégation, plusieurs collègues ont repris une idée qui est assez présente dans le débat public, qui consiste à dire qu'il faudrait pouvoir trouver, notamment dans les territoires les plus ruraux, soit de façon systématique, soit après que ces territoires se seront prononcés s'ils ne souhaitent pas prendre cette compétence logement. Il faut trouver un interlocuteur territorial qui puisse assurer ce pilotage. Et c'est évidemment au département que nous, ou que certains pensent, Monsieur le Président. Et donc nous serions intéressés d'entendre votre regard sur ces perspectives et sur ces débats. Autre élément des compétences du département sur lequel cette délégation est amenée ou va être amenée à travailler prochainement, celle du financement des services départementaux d'incendie et de secours. On sait que le nombre d'interventions a crû de 30% ces 20 dernières années pour atteindre 4,7 millions d'interventions en 2021 en France. Et on sait aussi que les départements sont les premiers financeurs des services départementaux d'incendie et de secours, à un niveau de 51%, soit un doublement depuis 2016. Il
y a évidemment des questions qui vont se poser dans le cadre de cette mission que nous allons lancer à l'initiative de notre collègue Xavier Battu, avec un rapporteur de l'opposition qui reste à désigner. Des questions qui se posent donc sur la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, des questions qui se posent sur la réforme de son financement et sur la redéfinition du périmètre d'intervention des sapeurs-pompiers. Nous souhaiterions vous entendre sur le contenu possible des propositions législatives qui pourraient ressortir de ces réflexions sur les services départementaux d'incendie et de secours, et sans vouloir par avance obérer les travaux et les conclusions qui pourront être formulées par nos collègues. Et puis enfin, ce sujet financier que nous évoquions, qui est un sujet que vous avez abordé longuement lors de votre congrès à Strasbourg. On le sait, les droits de mutation à titre onéreux représentent environ 1/5 des recettes des départements. Ils étaient en forte croissance en 2021-2022, mais ils pourraient baisser d'environ 25% en 2023, parfois plus dans certains départements, ce qui représente une attrition de recettes de 3,5 milliards d'euros selon les projections actuelles. Et tout indique que cette baisse des DMTO se poursuivra en 2024, avec, y compris dans des départements qui avaient engrangé des hausses inattendues en 2021 et 2022, des effets de bord extrêmement violents. La réponse de l'État a été, lors de votre congrès, d'annoncer un abondement du fonds de sauvegarde des départements à hauteur de 50 millions d'euros. Je rappelle que ce fonds est lié à la fois à la dynamique de TVA sur une fraction qui n'est que de 250 millions d'euros et au fonds de péréquation des DMTO. Est-ce que ce qui a été annoncé par l'État, c'est-à-dire un abondement du fonds de sauvegarde d'un peu plus de 50 millions d'euros, est suffisant, Monsieur le Président, pour faire face aux difficultés des 14 départements dont je vous remercie de m'avoir fourni la liste, même si le nom d'un certain nombre d'entre eux, je pense à la Meuse, aux Ardennes et à l'Aisne, ont été souvent évoqués ici. Et si ça n'est pas le cas, est-ce que vous pourriez nous indiquer à quelle hauteur cet abondement serait nécessaire, sachant, je précise ici, que j'avais moi-même en première lecture sur le projet de loi de finances déposé un amendement permettant d'abonder ce fonds de sauvegarde à hauteur de 40 millions d'euros. Question aussi sur cette situation au regard des différentes données sur l'épargne nette et l'épargne brute des départements, ce que montre de façon assez claire la situation mensuelle comptable des collectivités territoriales, c'est que vous êtes, les départements, la collectivité dans laquelle la situation de l'épargne brute baisse de la façon la plus sensible ces derniers mois, et en particulier y compris entre 2019 et 2022. Et la situation est également la même, elle est particulièrement prononcée s'agissant de l'épargne nette. Mais globalement, sur cette question financière et sur la nécessité peut-être de sortir du cri d'alarme annuel et des solutions ponctuelles, comment voyez-vous l'évolution du panier de recettes des départements de façon à peut-être à leur donner plus de visibilité et des relations avec l'État, même si elles sont bonnes, c'est un dialogue qui existe et qui est constructif, et je vous en remercie, mais des relations avec l'État qui se trouvent de beaucoup apaisées, avec une évolution de ce panier de recettes, oui, c'est possible. Et puis peut-être, si vous en avez le temps, Monsieur le Président, quelques questions sur les perspectives ouvertes par la mission Woerth sur la décentralisation. J'imagine que vous allez être prochainement, vous l'avez été auditionné. Et dès lors que la clarification sur la suppression d'une strate a été opérée par le rapporteur lui-même, comment voyez-vous les perspectives de refondre réellement, repenser, retrouver le souffle de la décentralisation tel que les lois de 82-83 avaient su l'insuffler dans nos territoires? Voilà, ça fait déjà beaucoup de questions. Je vous donne la parole, d'ores et déjà. Vous avez presque tout dit déjà par les questions. En tout cas, je vous remercie, Monsieur le Président, cher David, de cette invitation des départements de France. Je vous remercie aussi les parlementaires, députés qui ont fait le déplacement. Et puis vous expliquera à ceux qui ne sont pas là notre position. En tout cas, je vous remercie, vous tous, d'être là. On est dans un contexte difficile d'abord pour le pays. Et on est face à une montée des précarités, des difficultés au quotidien que vivent nos compatriotes, qui sont les impacts
de situations qui sont assez inédites, parce qu'en même temps, on a une crise énergétique, en même temps une crise alimentaire, en même temps une crise d'angoisse sur la situation internationale et ses prolongements sur le territoire national, en même temps des grands enjeux de transition en situation de crise qu'il faut réussir aussi, transition énergétique, transition climatique auquel il faut faire face, transition numérique. Donc tout ça fait que il y a beaucoup d'interrogations et beaucoup de difficultés au quotidien. Et paradoxalement, ou en tout cas par nos compétences, on est aux premières lignes de tous ces défis. En première ligne. Donc je voudrais simplement le rappeler. Par nos compétences, quand j'ai entendu certains nous dire qu'on résumait le rôle du département, qui est d'abord essentiel en termes de solidarité sociale, mais en même temps en termes de cohésion nationale. Ce n'est pas simplement de solidarité, c'est de faire en sorte qu'on se voit un destin collectif dans un pays qui est traversé par... enfin, vous le vivez au quotidien, vous-même, dans l'exercice de vos fonctions parlementaires, qui est confronté à des situations où on se cherche un destin. Quand on a des difficultés, c'est compliqué. Voilà. Et quand tout ça, tous les chocs... On a déjà connu des crises, nous, le même département. On a connu la crise de 2008, où on avait eu un impact financier terrible. C'était une crise financière qui n'était pas sur fond d'inflation, qui n'était pas sur fond de crise alimentaire et sur crise énergétique. Donc on n'avait pas tous les ingrédients en même temps. Aujourd'hui, ce qui fait que la situation est inédite, c'est qu'on a en même temps tout cela, ce choc, il est là en même temps. Et donc évidemment, la priorité des priorités, c'est évidemment d'assurer pleinement nos missions de cohésion sociale, parce que celles-là, elles sont essentielles à l'avenir du pays. Donc c'est s'occuper des plus fragiles. Vous avez parlé de la protection de l'enfance. La protection de l'enfance qui est percutée aussi par un phénomène nouveau, et qu'on n'avait pas connu avec une telle force en 2016, 2017, 2018, c'est le fait migratoire, qui n'est plus simplement un fait migratoire lié à des situations de guerre ou à des situations de grande fragilité dans un pays, mais qui est lié aussi à des questions tout simplement de changement climatique, des questions de destinée économique. On voit bien les pays d'origine qui ont évolué, et qui ne sont pas simplement des faits de guerre. Et ce ne sont pas forcément des mineurs non accompagnés, comme on le dit, mais ce sont des personnes qui arrivent, qui ont été parfois envoyées même par leur famille, financées par leur famille, les réseaux, pour arriver à la frontière. Beaucoup se prétendent mineurs, se révèlent en fait majeurs à l'examen des situations, et on a tous mis en place des cellules dédiées pour faire face. Et en même temps, ça arrive dans un contexte de violence aussi, parce que quand la société est fragile, elle devient de plus en plus violente. Vous avez beaucoup abordé au Parlement la violence faite aux femmes. Là aussi, on s'est associé pleinement à ces mesures de prévention du risque fait aux femmes, les mesures aussi de prévention pour faire en sorte que le mari violent ou le conjoint violent soit celui qui s'en aille du foyer, non pas d'obliger l'épouse à quitter ou le conjoint à quitter le foyer. Enfin, tout ça, on est aux premières lignes. On vient d'ailleurs encore récemment de travailler avec l'État et le gouvernement sur toutes ces questions de prévention de la violence et de protection. Et on a été innovant, je peux le dire, pour mettre en place des logements, d'où la politique du logement sur laquelle je reviendrai. Parce que logement et société, logement et social, logement et préservation des familles, c'est lié, tout cela. Il ne faut pas croire qu'on va faire de la dichotomie. Il faut qu'on ait une vision à 360. Bon. Donc l'enfance, ben voilà, on a un vrai choc. On a des systèmes qui sont complètement embolisés. Nous avons à retravailler la relation avec la justice. Il faut savoir que les mesures de placement sont pour l'essentiel prises par des juges d'instruction si ça relève du pénal, par des juges pour enfants si ça relève du civil. Donc on est là dans un dialogue qui doit être encore mieux construit. D'autre part, la protection de l'enfance, ce n'est pas simplement d'enlever l'enfant de sa famille pour le protéger, mais c'est aussi de le reconfier demain à sa famille ou en tout cas à une structure familiale. Il faut aussi que les tiers familiaux, on regarde comment on peut aussi ouvrir le jeu. Et peut-être qu'il faudra regarder les termes de la loi pour qu'on puisse réinvestiguer, que l'accueil familial puisse se faire aussi dans une périphérie de tension d'une famille avec l'accueil familial. Il y a eu la question des fratries, on a évolué. Mais maintenant, on a un sujet, c'est que pour la protection de l'enfance, il faut que tout le monde assume ses responsabilités et que l'État, le premier, assume ses responsabilités. La question de la PJJ est directement posée. Elle n'est pas liée d'ailleurs au phénomène migratoire, mais elle est liée au phénomène de la violence que vous avez constaté dans les rues, que nous constatons toute la société, des violences juvéniles qui s'expriment avec des assassinats, des meurtres, des coups. C'est complètement inédit. Vous imaginez que nous qui sommes en première ligne sur ces questions, avec des enfants que nous protégeons, qui sont l'objet déjà de fractures, nous avons aussi ces problèmes de violence. Les faits de délinquance, ils ne relèvent pas de la protection de l'enfance des présidents de département qui sont responsables, je le rappelle,
pénalement. Il relève de l'autorité judiciaire, et notamment de la PJJ. Regardez la situation de la PJJ. Aujourd'hui, des juges, il faut que vous le sachiez, renvoient des jeunes qui sont les auteurs de délinquance, de faits de délinquance répétés entre 16 ans, 17 ans, 18 ans, les renvoient dans nos foyers, faute de place, soit pour ceux qui relèvent de centres éducatifs fermés, soit faute de place pour les suivre dans le cadre d'une institution judiciaire. Nous avons un autre problème, c'est le problème de santé mentale et de santé mentale de la jeunesse. Je crois qu'on a sous-estimé collectivement le choc de la Covid, ce que ça a pu provoquer. Aujourd'hui, je vais vous décrire des scènes qu'on vit au quotidien, que nos agents, les salariés des associations vivent. Vous avez des jeunes qui sont fracturés psychiquement, qui relèvent de la santé. Qu'est-ce qu'on fait ? Lorsque vous avez un jeune qui casse tout, vous avez une émission de télé qui arrive, ils viennent prendre des photos, la porte était cassée, les départements n'ont même pas réparé la porte. Mais simplement, quand vous avez des accès de violence de ce type, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez au CHU, quand il y en a un. 20 départements n'ont plus de pédopsychiatres. 20 départements français. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est confronté à un tel problème ? Eh bien, on les renvoie encore dans les maisons, dans nos maisons. Donc on a mis en place une série de dispositifs. Aujourd'hui, la prise en compte de toutes ces problématiques de société nouvelles liées au comportement de l'enfant, des familles, fragilités liées à la précarité, etc., fait que nos systèmes sont embolisés. Nous avons créé des places pour accueillir les mineurs non accompagnés. Parce que quand vous avez déjà un système saturé et qui pose des problématiques aussi lourdes de prise en compte qui ne relèvent pas de la compétence du département, mais dans un regard croisé de la compétence là de l'État, qui ne peut pas désigner l'incurie des départements alors qu'il ne répond pas lui-même à ses propres engagements et à sa propre responsabilité. Donc il n'y a pas un président et une présidente de département, je vous le dis, qui est insensible ou qui en tout cas se comporterait de manière non humaniste à l'égard. Le sujet le plus déchirant quand on est président des départements ou quand on est élu, c'est le destin fait à nos enfants. C'est notre avenir, c'est le plus déchirant. Mais il faut que chacun assume sa responsabilité. Donc nous avons un troisième problème, c'est que la loi était généreuse. Je le conçois. Mais la loi généreuse, il ne faut pas qu'elle se traduise par un désengagement de l'État. Je m'explique. Les lois Taquet ont conduit à dire à chaque jeune qui était issu de l'aide sociale à l'enfance, il faut lui proposer un parcours. Donc il est dans nos dispositifs. Ce que nous faisions déjà avec le contrat jeune majeur. Simplement, vous avez des jeunes sans projet professionnel et sans envie de s'y inscrire, et qui relèvent là de la responsabilité de l'État, parce que nous n'avons pas tous les outils entre 18 et 21 ans. Je n'ai aucun pouvoir sur les missions locales. Aucun. Donc si, c'est un seul pouvoir, c'est je vous finance si vous faites une action. Donc on n'a pas les clés du camion, si vous me permettez cette trivialité, mais après tout, je m'y autorise. Voilà. Donc on n'a pas les clés, et donc on nous dit... Donc on a embolisé nos systèmes, là encore. Donc on suit des jeunes qui relèvent de la responsabilité d'autres domaines, et notamment de l'État, mais pas que, sur des problématiques de formation, sur des problématiques qui ne relèvent pas d'un contrat jeune majeur pour être accompagnés, pour sortir de la situation. Donc là aussi, on a embolisé les systèmes, et là-dessus, un afflux majeur de jeunes et ménards. Nous avons unanimement, je voudrais tordre le dé, il y a quelques départements qui se sont exprimés, mais je vous exprime la position majoritaire, très largement, de départements de France. Nous sommes les mieux à même de protéger nos enfants. Pourquoi ? Parce que nous avons nos agents, nous avons 370 000 agents qui sont sur le territoire départemental. On est encore dans tous les anciens chefs-lieux de canton, dans toutes les communes. On est en soutien. Donc voilà, c'est une réalité. L'idée selon laquelle l'État ferait mieux que nous, en agitant l'idée d'une recentralisation, qui peut penser autour de la table que les retours des DAS dans le temps seraient une réponse beaucoup plus adaptée que celle que nous apportons en proximité avec les familles. Donc on a une connaissance des familles. C'est un passage, la protection. C'est un passage. Et il faut qu'on le protège dans les conditions les plus apaisées. Pour le faire, il faut que les questions de multirécidivistes et de violence soient prises en compte par l'État, c'est son rôle. Il faut que les questions de santé publique, etc. Un troisième défi, c'est qu'auparavant, vous aviez des familles qui accueillaient en leur sein. On a un gros problème de société. Gros problème de société, c'est qu'on ne trouve plus de famille pour le faire. Alors, il y a eu la reconnaissance. Parfois, on était même... Je pense que la réglementation a été trop exigeante sur les compétences qu'on devait avoir, alors qu'il faut protéger l'enfant, l'accueillir.
le soutenir, lui apporter aussi de l'affection. Donc là, on essaie de normaliser, de réglementer, etc., au point qu'un certain nombre de personnes qui accueillaient se disent aujourd'hui, on ne fait plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas surveiller, contrôler, etc. Mais ça veut dire que là, c'est un problème de société. Et dans les métiers de la vie en général, mesdames, messieurs les députés, dites-vous bien une chose. Nous sommes face à des défis de société considérables. Dans les EHPAD, ce n'est pas devant vous, chère madame la députée, que je vais l'évoquer. Vous avez fait un travail remarquable. Ça méritera de dire comment on répond aux problèmes que vous soulevez. Et qu'on ait un échange là-dessus, sur ce que c'est la vieillesse, etc. Mais on est confronté vraiment à un lourd problème de société qui est un problème de recrutement. Moi, j'ai ouvert, je ne sais plus comment faire, j'ai ouvert encore 150 places, ou 150 places, toutes déjà sont occupées. Alors, qui doit faire quoi dans le domaine de l'enfance? L'État, d'abord, sur le fait migratoire, il doit prendre en charge le jeune qui arrive sur le territoire. Il n'y a pas que le président de l'IF qui dit ça. Vous avez vu l'appel des 10 ou 12, 15 grandes villes qui disent on n'en peut plus, des tentes qui sont installées. Il y a un problème, c'est d'abord d'accueillir, ou en tout cas, après ça, c'est le débat que vous avez ici, mais je ne vais pas m'en mêler, vous le comprendrez bien, je ne m'arrête là, compte tenu des événements d'hier, et dans l'attente des événements de demain et d'après-demain. Donc, respectant l'autorité du Parlement pour avoir été moi-même parlementaire 24 ans, je me retire de ce champ pour vous en... J'ai ma propre interprétation. Mais en tout cas, il faudra bien qu'on trouve des solutions sur le fait migratoire. Il faudra bien qu'on trouve des solutions. Ça, c'est mon point de vue de citoyen. Donc, on a un afflux. Écoutez, on va passer à 45 000. On a fait une enquête flash parce on manque aussi de données collectives. Alors, moi, j'ai appelé le président des Alpes-Maritimes, un front d'entrée, par dizaines, centaines. D'un seul coup, il s'est retrouvé avec 2 000 à 3 000 personnes dans son département. C'est intenable. Alors, vous avez le temps de l'accueil et le temps de l'évaluation. Il y a un débat au sein du département de France. J'ai réuni, je vous exprime la position majoritaire des départements, de 70% d'entre eux au moins. Nous voulons continuer d'assumer la mission de protection de l'enfance, y compris du fait migratoire, parce que nous sommes les mieux à même, en proximité, d'assurer cette mission. On a le professionnalisme, on a nos équipes, même si, voilà, nous sommes les mieux à même. Je ne parle pas du fait migratoire lui-même, du rôle de l'État sur le fait migratoire. Simplement, dans l'attente de l'évaluation que nous souhaitons continuer d'exercer, pour ne pas qu'il y ait un effet d'aubaine à se dire celui qui a la charge de l'accueil n'est pas celui qui va être chargé ou participer à l'évaluation. Donc nous tenons à ce que l'accueil du jeune dès lors qu'il est tenu mineur ne soit pas dissocié de l'évaluation. Parce que sinon, vous aurez un art de la défausse. Vous avez vu, il y a des associations, etc., qui perturbent ce champ. Nous avons des professionnels, des équipes que nous avons constituées. Ce qu'on a dit pour éviter tout recours, qui sont quand même trop nombreux sur la protection de l'enfant, on a dit, écoutez, faites un référentiel sur lequel nous allons tous nous mettre d'accord pour l'appréciation de la minorité. Qu'est-ce que c'est que la reconnaissance d'une minorité? D'abord, on a des professionnels. Ils regardent le parcours. Ils regardent s'ils sont vraiment originaires de tel pays dont ils se prétendent. Ils regardent les conditions dans lesquelles ça se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ce qu'on veut, nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'accueil du fait migratoire qui ne relève pas de la compétence du département soit pris en charge par l'État. Dès lors qu'il est pris en charge par l'État durant le temps de l'évaluation, nous assumons l'évaluation avec un référentiel et les services de l'État. Dès lors qu'ensemble nous déterminons qu'il est mineur, nous le prenons en charge avec une aide de l'État, puisque c'est un fait migratoire qui ne relève pas de la solidarité départementale, mais de la solidarité nationale. Voilà la position qu'est celle du département de France. Alors après tous les mots, toutes les positions, je revendique la reconnaissance de la diversité comme une chance pour la France. Je ne vais pas vous l'opposer ou me l'opposer à moi-même comme président des départements de France. Donc tous les avis sont les bienvenus dans une démocratie. Simplement, je vous exprime la position du département de France. On a discuté avec l'État. L'État a conscience maintenant de ses insuffisances. Il ne pointe plus du doigt les départements. Donc on a décidé de se mettre autour de la table, d'ouvrir 5 chantiers auxquels je souhaite que le Parlement soit très associé. Je suis disponible pour tous, pour qu'on y participe, pour que sur ces 5 chantiers, qui sont en gros les conditions de l'accueil du fait migratoire, les conditions d'accueil de nos jeunes qui sont en difficulté, la relation beaucoup plus sereine et apaisée avec la justice, qu'on a un regard croisé sur les décisions judiciaires, parce que 54% des placements, 60% sont décidés par des juges. Parfois même, j'ai eu
des faits de délinquance marqués, où on m'a renvoyé le jeune chez moi, enfin, dans nos services. Enfin, c'est juste pas possible quand vous avez même des soupçons de viol qui relèvent de faits criminels pour lesquels, dans le temps de l'attente du procès, je pèse mes mots, on voulait nous reconfier le jeune. Dans l'attente du procès. Enfin, je ne sais pas si vous voyez. Donc, à un moment donné, il faut que, dans une société apaisée, qu'on veut apaiser, il faut que chacun assume ses responsabilités. Voilà. Donc, sur le troisième sujet, je ne vais pas être beaucoup trop long. Vous avez évoqué, donc, comme je vous disais, ce n'est pas que le social. Bon, après, il y a toute la question de l'insertion. Mais là aussi, sur le RSA, il faut qu'on se mette au clair. J'entends la position exprimée par de grands responsables politiques qui disent l'accès au droit, il faut s'en assurer, l'accès au droit. Et on sort des chiffres, 30% des personnes n'auraient pas accès au droit. D'où on tient ce chiffre? Tout le monde le sort. Moi, j'ai demandé à mes services, je leur ai dit, mais attendez, que faites-vous? 30% des personnes qu'on suit au quotidien, partout, en lien avec les CCAS, en lien avec les communes, échapperaient à leurs droits. Alors, on m'a dit, ben oui, c'est le Secours catholique, je les remercie d'ailleurs de leur catholique populaire, etc. Je leur remercie de leur investissement personnel, on en a besoin dans ces temps de crise. En tout cas, il faut que ces chiffres soient vérifiés. C'est l'adresse. D'où l'adresse tient-elle ces chiffres? Une estimation? Ça veut dire quoi, cette estimation? Moi, je voudrais qu'on se mette au clair là-dessus. Parce que c'est très important, la maîtrise de la donnée. Parce que derrière, il y en a qui nous disent, ben voilà, comme vous n'êtes pas assuré, vous n'êtes pas capable d'assurer la prestation pour tous nos collègues qui y ont droit, ben on va recentraliser le RSA. Certains de nos collègues l'ont demandé. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont demandé? Ce n'est pas parce qu'ils pensaient qu'ils étaient moins compétents que l'État pour le faire. C'est parce qu'ils ont voulu se débarrasser de la tonicité de la dépense liée au RSA. Ils ont voulu s'en débarrasser en se disant, écoutez, au moment où on paye, on va payer sur ce qu'on paye déjà, et la tonicité de la dépense, comme les hausses de 4,6% qui sont annoncées sans discussion avec nous d'ailleurs, puisque nous sommes les financeurs à 60% des prestations sociales, il faut quand même être clair. Ce qu'on appelle les AIS, RSA, APA, en PCH, 60%, c'est nous qui le payons, les départements. Donc on fait supporter la solidarité départementale, c'est-à-dire dans les départements, une solidarité qui relève de la nation. Et en plus, on nous dit, vous n'avez pas la prestation, on va recentraliser. Alors imaginez le paradoxe, cher David Valence et mesdames, messieurs les députés. On vous dit de voter une loi. D'ailleurs, je vous remercie le Parlement, parce qu'on a beaucoup travaillé entre nous, départements, gouvernement, enfin gouvernement d'abord, Parlement et département. Je vais mettre un peu de l'ordre dans mon propos. Beaucoup travaillé sur la loi France Travail, Pôle emploi, France Travail, la loi plein emploi. On a réussi à faire une co-construction. Et on est allé très loin, puisque vous êtes allé dans le respect des divergences, des différences, mais enfin le Parlement a voté, c'est la loi désormais de la République. Vous avez dit, voilà, il faut des contreparties, droits et devoirs. Et pour cela, il faut que le RSA aussi, quand on bénéficie de la solidarité nationale, il ne faut pas distinguer droits et devoirs. Et vous avez même autorisé les présidents de département à des processus de suspension maîtrisés, contrôlés, etc., en cas de non-respect d'un engagement. Ce n'est pas 15 heures de travail, c'est se soigner pour les types qui sont en situation d'addiction, drogue ou humain, c'est sortir de chez soi simplement, vous voyez, c'est adapté. On n'est pas non plus, on sait très bien qu'il y a des gens qui sont très très éloignés de la vie sociale, même pas de l'emploi, de la vie sociale. Donc on a travaillé là-dessus. En même temps, vous nous donnez des prérogatives supplémentaires sur le management du RSA en travaillant sur droits et devoirs. En même temps, certains disent on va recentraliser le RSA. Mais comment on va faire coïncider tout ça? La recentralisation du RSA, c'est le droit automatique. Il ne faut pas confondre l'accès au droit et le droit à bénéficier de ce droit. Parce que l'accès au droit, il est lié aussi, vous avez accès à votre droit, mais dès lors que vous l'avez, vous êtes susceptible aussi de vous inscrire dans un parcours qui vous permet de vous sortir de cette situation. C'était ça, la vision humaniste qui nous a animés ensemble, Parlement, enfin gouvernement, Parlement. Voilà, c'est pour vous dire la complexité. On s'occupe des personnes âgées. Moi, j'ai apprécié vraiment le travail que vous avez fait. Il faut que vous continuiez de travailler là-dessus. Mais l'idée selon laquelle on va lancer des expérimentations pour confier les EHPAD aux ARS, vous avez aimé les déserts médicaux, vous allez adorer les déserts médico-sociaux. C'est ça qui va se passer. Moi, dans mon département, il faut que vous sachiez quand même une chose, pour éviter, parce que je pense au bien vieillir. Il y avait une maison, un EHPAD avec 50 personnes qui étaient là dans son environnement, encore un médecin, encore une équipe pluridisciplinaire, faillite de l'établissement. J'ai racheté l'établissement comme président de département, contre l'avis de l'ARS, pour pas que ça ferme et qu'on crée un désert et qu'on déracine tous ces gens.
Alors bien sûr, après, il faut regarder les problèmes nouveaux liés au vieillissement, les maladies cognitives, etc. Tout ça, on peut s'organiser en réseau. D'ailleurs, on a des CLS, des CPTS, enfin, toutes ces techniques et le ministère de la Santé. Mais de grâce, la vision budgétariste de ce pays comme réponse aux enjeux, ce n'est pas la bonne. Surtout quand on prévoit, quand on lance des lois sur le bien vieillir. Le bien vieillir, c'est d'abord d'éviter le déracinement et de créer un environnement le plus possible. Et imaginez un seul instant, je vous le dis en mon âme et conscience, hein, un seul instant, qu'on va pouvoir faire du domiciliaire, c'est-à-dire de l'aide à domicile avec les SAD, etc., sans qu'on ait le pivot de l'établissement EHPAD. C'est un non-sens, parce que vous ne trouverez plus personne pour faire du domiciliaire strict. Quelqu'un qui va travailler de 7h du matin à midi, quelqu'un ou à 11h, qui va reprendre à midi, qui va terminer à 3h, qui va reprendre à 18h, qui va terminer à 21h. On ne trouvera plus. Si on veut faire des temps pleins, il faut travailler avec les EHPAD, avec les structures pour faire un temps plein. Vous commencez le matin en aide à domicile, vous poursuivez après dans l'établissement pour vous faire le temps plein, éviter la précarité. Donc l'idée selon laquelle on va dichotomer, vous savez, c'est comme cette idée vieille qui ressurgit de manière très générale. J'arrête sur le plan social. D'autre part, je glisse juste une incidence, si vous le permettez. Le vieillissement, puisque je m'apporte de ces rivages avec volupté, le vieillissement, ce n'est pas une maladie. On peut être malade quand on est vieux. On peut avoir des symptômes. Mais quand on est vieux, on s'affaiblit. Donc moi, il y a une dimension éthique à considérer que le vieillissement, l'extrême vieillissement, ou en tout cas, ça relève de la santé. Ce n'est pas une vision de société que j'aime. Ce n'est pas que de la santé, le vieillissement. C'est une éthique de vie, ça renvoie aussi à notre nature profonde. Donc il y a une vraie interrogation même philosophique autour de tout ça. Je termine, j'ai été trop long. Bon, voilà pour le bloc santé. Sur le vieillissement, les EHPAD, je vous dis au contraire. D'ailleurs, je m'étonne. Alors, je voudrais vraiment que la représentation nationale, si elle le peut, moi je vais le faire aussi de mon côté, s'interroge sur le fait qu'on veut expérimenter la gestion par les EHPAD, qui est complexe. Vous avez raison de le souligner. Bon, la confier aux ARS et sans symétriquement essayer de faire une expérimentation, la confiant aux départements. Alors, on me dit que le Conseil d'État a mis un avis. Moi, j'aimerais bien le voir, cet avis du Conseil d'État, parce qu'aujourd'hui, les aides à la pierre, on les assume, c'est des crédits d'État et c'est nous qui les actionnons. Je ne vois pas pourquoi, en matière de santé, ce qui vaut pour le logement, ce qui vaut pour un homme, ne pourrait pas se faire. Alors, on m'a dit c'est le Conseil d'État. Je ne suis pas sûr que ce soit que le Conseil d'État. Et que l'asymétrie de l'expérimentation qu'on veut porter de 10 à 20 me laisse à penser que l'idée qu'on a derrière, c'est que les EHPAD doivent relever maintenant de l'État, ce serait plus facile des ARS. Je vous le dis, mais croyez-moi, hein, je ne fais pas de politique politicienne. J'ai passé malheureusement le goût et la situation du pays exige de nous des sursauts de comportement et d'analyse. Mais je vous dis, on ira vers des déserts médico-sociaux. Parce que la tentation forte, c'est de concentrer pour répondre. Eh bien, je vous le dis, c'est un non-sens qui va conduire notre pays dans le mur. La concentration, elle ne doit être concentrée que lorsqu'elle doit être concentrée. Évidemment, si je suis malade du cœur, je vais aller vers le meilleur spécialiste. Hein. Si c'est pour me faire mettre un pansement, ben, j'ai besoin de le trouver en proximité. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Deuxième chose. Moi, j'ai poussé au nom des départements de France une sorte de cri, c'est pas de colère, parce que j'ai passé l'âge de la colère, mais c'est une sorte d'invitation, d'alerte pour vous, pour nous, pour la France. Quand on a dit les départements, c'est que le social. Oui, c'est d'abord le social, et en situation de crise, évidemment que le social, il est premier. Sinon, on va arriver à des fractures qui sont déjà très profondes dans le pays, qui vont s'accélérer. Donc le social, c'est premier. Mais en même temps, on ne fait pas que ça. Les routes départementales, l'État nous a même reconnu la compétence à exercer mieux que lui, puisqu'il nous a confié les routes qu'il n'arrivait plus à entretenir. Moi, je viens de reprendre une autoroute. On fait que du social. Les routes, combien il y en a en France 380 000, quelque chose comme ça, kilomètres de route. Qui les entretient au quotidien avec nos services de proximité? Et la vie, c'est la route à la campagne. Je suis désolé, on a beau avoir tous les schémas qu'on veut, pas faire venir des trams, des omnibus, tout ce que vous voulez. On a besoin de la voiture, on a besoin de routes. On fait les routes. Les défis du futur, le très haut débit. Qui a déployé le très haut débit dans le pays? Non, mais quand j'ai entendu ça, ça m'a fait de la peine. Parce qu'on vient de consacrer 136 millions, l'État m'a donné 50 millions, qui a donné le reste? Qui a fait le déploiement du très haut débit dans nos départements de France pour se projeter dans le futur et permettre les évolutions sociales après la crise de la Covid, le télétravail, etc. C'est nous. D'ailleurs, même Orange est en retard. Vous avez vu, il a fallu renégocier
avec Orange pour lui redonner jusqu'à 2025 l'opérateur qui a pris pourtant le plus facile, puisqu'il a pris la ville, et qui nous a laissé les campagnes. Les campagnes, il faut tirer du fil. Voilà, c'est tout ce que je dis. Ensuite, les espaces naturels sensibles. En proximité, on se pose beaucoup les questions de l'impact environnemental. L'eau. Quand je vois le débat sur l'eau, je n'arrive pas à faire passer un amendement simplement à nous permettre d'assumer une maîtrise d'ouvrage sur l'eau, alors que nous sommes le premier partenaire de l'eau en France. La loi NOTRe m'autorise à produire de l'eau brute. Elle m'interdit de produire de l'eau potable comme président de département. Je n'arrive pas à faire évoluer la loi. C'est désespérant. On est le premier partenaire de l'eau avec les agences de l'eau. Les laboratoires départementaux, on fait les contrôles pour les comptes des ARS. Qui le sait, qui s'en souvient. On s'occupe des problèmes d'adduction et de surveillance de rivières, qui s'en souvient. On s'occupe des problèmes, même avec les pêcheurs d'ailleurs, parce que c'est des bons connaisseurs de la rivière. On s'occupe de toutes les interconnexions. On fait des schémas pour le compte des communes. On a protégé des espaces, vous savez, pour l'eau potable, on a un espace de protection rapproché. C'est nous qui avons même pris des maîtrises d'ouvrage dès qu'on a pu pour le faire. On finance des interconnexions et des études, et au final, on ne peut pas intervenir, et on nous dit que c'est que la communauté de communes qui est capable de prendre aujourd'hui la compétence sur l'eau. Alors que tout le monde sait qu'on ira droit dans le mur avec la compétence de l'eau sur les communautés de communes. Tout le monde le sait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais ça veut dire qu'il faut permettre aussi cet échelon départemental dans les interconnexions. Les schémas d'adaptation au changement, les transitions numériques, on a non seulement déployé le trop débit, mais de travailler aussi tous ensemble avec l'État, qui nous met à disposition des conseillers numériques, mais c'est nous qui sommes sur le terrain avec les communautés de communes pour faire de la lutte contre l'électronisme et la fracture numérique. On ne fait pas que de l'aménagement du territoire, on ne fait pas que du social, on fait de l'aménagement du territoire. Et l'aide aux communes. Aujourd'hui, le drame que nous vivons, et puis je terminerai là-dessus parce que je suis trop long, mais ça me faisait tellement plaisir de vous voir. En plus, je retrouve un peu la maison, quoi. Donc, je vous disais, oui, j'ai fait une digression là qui me... Oui, l'aide aux communes, pareil sur l'aide aux communes et au territoire. Aujourd'hui, on est devenu, dans beaucoup de départements, les premiers financeurs des communes. On veut faire alors, dans tous les sujets, on veut faire une maison de santé, qui c'est qu'on va voir, le département, on va voir l'ARS, mais le département, on veut faire le toit de l'église et le patrimoine, et ça participe de la France, je suis désolé, mais moi, le patrimoine, pour moi, c'est un atout, le tourisme est un atout formidable, on doit accompagner la préservation de notre patrimoine, dont nous sommes les héritiers, les communes sont exemptes, on les aide avec la Fondation du patrimoine, avec tout. On est les premiers partenaires du commune et du territoire rural. D'ailleurs, tout le monde nous dit, oui, on ne sait pas ce que vous faites, mais finalement, on vous reconnaît mieux dans le monde rural qu'on vous reconnaît en ville. Bah oui, bien sûr. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On fait de la péréquation entre la ville et la campagne. Moi, j'ai une métropole. Ce que je reçois de la métropole en termes de droits de mutation, je le reverse dans le monde rural pour l'essentiel. Je fais de la péréquation horizontale. Les droits de mutation, certains nous disent, j'ai entendu le président de la République, je lui ai fait passer un message, personne, donc je ne suis pas ici, voilà. Mais je lui ai dit, droit de mutation, considérez qu'il n'y a pas de relation entre le droit de mutation, c'est-à-dire la cession d'un bien immobilier ou d'un bien, et le département, j'ai entendu, parce que le département s'occupe que du social. Mais c'est un non-sens. Le droit de mutation, il y a un lien évident avec les départements. Comment vous allez vendre votre maison si vous n'avez pas le très haut débit? Comment vous allez vendre votre maison si on ne fait pas de bonne route? Comment vous allez vendre une entreprise, etc. Mais le droit de mutation, il est indissociable de l'action du département. Et je vous le dis, pour Département de France et pour moi en particulier, ce sera une ligne rouge si on touche au droit de mutation. Parce que vraiment, on toucherait là au cœur du métier des départements de France, historiquement, qui sont sur deux pieds. Un, le social, la cohésion nationale, à l'échelon de portée j'aime pas le mot portée de baffe parce que c'est très réducteur, mais à dimension humaine, à dimension de recherche de proximité. C'est un bon échelon où on peut se parler. Et puis, l'aménagement du territoire dans lequel nous sommes extrêmement impliqués. Nous sommes aujourd'hui le bouclier du monde rural. Et perçu comme tel. Et dernier mot sur le contexte financier. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi compliqué pour s'expliquer sur notre situation financière? Moi, je me suis beaucoup posé la question. Parce que, en même temps que je disais on souffre, au mois de juillet, j'entendais M. Bruno Le Maire, ils sont en bonne forme. Je comprends plus. Bon, alors moi, je vois... En fait, il y a un problème qui est très simple. Nous vivons aujourd'hui exclusivement de dotations. De dotations.
C'est-à-dire nous n'avons plus de recours à l'impôt. Hein. On nous a piqué, puisqu'on a supprimé la taxe d'habitation, on était à la victime collatérale. C'est-à-dire victime collatérale, on a dit, hop, ça va donner de la cohérence, tout ça, toujours la même idée qui date des années 60, du bloc de compétences, du bloc de financement, puis ça, on a réglé le problème de la France. On dit qu'il faut faire de la périphérie au plan national, puis chez nous, il faut régler le problème avec de la verticalité. Enfin, c'est complètement absurde. Donc, on a des dotations. Les dotations, il n'y a aucune tonicité. La DGF, elle est restée étale. On nous dit on ne l'a pas baissé. Ah ben, heureusement, merci monsieur, dans un taux d'inflation à 7-8, elle n'a pas bougé. Moi, l'inflation, les collèges, quand je vous parle d'aménagement du territoire, je vous parle aussi de l'éducation. C'est que les collèges, le pôle scolaire qu'on constitue autour du collège, on est extrêmement impliqués. Les collèges, l'inflation, quand ils me dire vous donnez à manger aux enfants, ben, ça vous coûte tant le repas. Ben, on se les prend, le chauffage de nos collèges, de nos bâtiments, de nos centres sociaux, de nos machins, de trucs. On a tout pris de plein fouet. Zéro. Non, zéro. TVA, on s'est dit, oh, ben, heureusement, on va bénéficier du taux de croissance de la TVA, parce qu'on avait encore un peu de consommation acétonique. On ne l'a pas eu, puisque avec ce taux supplémentaire de la TVA en compensation du foncier bâti, on a fait ce qu'on appelle un fonds de sauvegarde. 53 millions d'euros, c'est-à-dire qui est redistribué, selon des critères à déterminer avec l'État, aux situations des départements qui ont le moins de ressources financières et en grande difficulté, qui ont peu de ressources. 53 millions. Donc voilà, après, donc là, on n'avait rien, on a les 53 millions, on ne les a pas. Ensuite, on a un peu de tonicité sur la taxe sur les compagnies d'assurance, mais là aussi, il faut que je revoie M. Darmanin, enfin, je vais attendre qu'il sorte du débat qu'il a avec vous. Voilà, il faut que je le revoie. L'idée selon laquelle nous ne reversons pas la taxe en entier aux SDIS, mais c'est une vision complètement dévoyée de la réalité. La réalité, c'est que la taxe, elle date déjà, la dotation de la taxe date depuis la vignette. 2005. Depuis 2005, on a déjà été compensé pour une part sur la vignette. On a été compensé ensuite, je ne sais plus ce qui est arrivé là-dedans, plus les SDIS quand ils sont arrivés. Donc moi, j'ai regardé, je reçois au titre des SDIS 10 millions d'euros. J'en mets moi 21 millions d'euros. Et 23 l'année prochaine. Voilà. C'est tout ce que je dis. Donc quand je dis qu'au droit du sauvé, on devrait quand même regarder si on ne peut pas toucher un peu plus de taxes, je ne comprends pas qu'on me réponde vous ne reversez pas la taxe. D'ailleurs, eux-mêmes, les pompiers, vous interrogerez la Fédération des pompiers nationale, je les ai vus. Quand ils m'ont dit il faut reverser la taxe, attendez, j'aurais dit réfléchissez bien, parce que moi, je vais vous reverser toute la taxe désormais. Mais vous venez avec moi le dire à mes pompiers. Je vais vous donner 10 millions qui était exactement la part de taxe dédiée aux sapeurs-pompiers. Ben, il m'a dit attendez, on n'avait pas vu ça comme ça, on once. On once qu'il faut s'augmenter le plafond pour qu'on ait une redistribution face aux nouveaux risques climatiques et feux de forêt, etc. Et là aussi, on est bien seul. L'État a annoncé 150 millions. Regardez, moi, j'en mets 23 millions. 150 millions pour faire face aux nouveaux risques avec un pacte capacitaire sur les 4 ans, 5 ans. C'est à l'auteur du défi? C'est à vous de répondre après. Moi, je pense pas. Je pense pas. Voilà, c'est tout. Donc, il faut que l'État assume ses responsabilités. Donc, alors, on a sur les dotations, vous le voyez, c'est un peu tonique. Bon. Et je termine par les droits de mutation, où là, le choc est extrêmement violent. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que quand vous êtes dans une collectivité locale, vous avez eu vos 7% de base que vous avez voté au Parlement, merci pour les communes. Ils rajoutent 1,5-2%, c'est leur choix, je ne le commande pas. Vous avez 9%, etc. Quand c'est voté, c'est une ressource pour l'année. Nous, les droits de mutation, on les perçoit mois le mois. C'est pour ça que la dégradation est aussi rapide. Et qu'on ne comprend pas pourquoi, il y a 2 ans, on nous disait « mais vous étiez en bonne santé », et aujourd'hui, vous dites « mais vous êtes sous perfusion ». Ben oui, parce qu'en 2 ans, il se sont passés des événements considérables. Le Ségur, l'augmentation de l'inflation, évidemment qu'on a pris de plein fouet, tout ce qui concerne les dépenses liées aux pompiers, parce qu'évidemment, avec les feux de forêt qu'on a eus, on a dû remettre au pot tous. Donc j'ai compté dans mon département, sur 600 millions de budget, 35 millions de dépenses en plus en 2 ans que je n'ai pas décidé, ou en tout cas qui étaient imposées, et 25 millions d'euros de moins de droits de mutation. Vous voyez le choc? En même temps, les EHPAD, il faut les sauver. Il n'y a pas un jour sans que je reçoive un coup de fil d'un EHPAD qui me dit « je ne peux plus faire les fins de mois ».
les fins de mois. Non, mais j'affabule pas. Hein. Enfin, vous connaissez le sujet tous, puis vous, Madame la députée, particulièrement. Il n'y a pas de mois. Alors, nous, on a augmenté. Moi, dans mon département, on a 8 € sur l'APA, etc. Il y a le reste à charge, etc. Mais on est remonté à 8. On est au-delà de 7,35, la moyenne. Bon, bref, il y a un moment donné, on ne peut plus faire face. Moi, en une année, mes fonds de l'épargne brute, pardon, elle a fondu de la moitié. C'est simple, encore une année comme ça, et comme les dépenses sont pérennes et que les droits de mutation vont rester, c'est-à-dire l'année prochaine, j'impacte très directement l'investissement. Alors, sur l'investissement, je vous le dis tout de suite, la DGCL, Bercy va nous dire, mais regardez, ça n'a pas tellement baissé que ça. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on est à la tête de bateaux sur lesquels les ressources et les dépenses augmentent et très très vite, ou baissent très très vite. Je vous dis, le droit de mutation tous les mois. Moi, ce dernier mois, j'avais 30% de moins. Donc on nous verse l'argent tous les mois, vous comprenez? On le verse par 12e. Donc au début de l'année, j'étais à 5% de baisse. Milieu d'année, j'étais à 20% de baisse. Là, je suis déjà à 25%. Et alors, ce qui m'inquiète, c'est qu'on va tous être impactés. Quand vous regardez les volumes de prêts de l'immobilier de l'année glissante, octobre 2022, octobre 2023, vous avez une baisse du nombre de prêts pour l'immobilier alloué de 40%, 41-42%, et en volume de 43-44%. Quand vous comptez le délai pour le prêt, le délai pour le notaire, le délai pour l'encaissement, la vraie crise, on va la prendre au mois de juin, juillet de l'an prochain. Et on la prendra à hauteur de 40%. 40%, ça ne passe plus. Il y a déjà 15 départements. Alors, sur le fonds de sauvegarde, on a mis les 53 millions, pardon. On a dit à l'État, attendez, ça ne suffira pas. L'État nous dit, il faut prendre en compte aussi la Seine-Saint-Denis, il faut prendre en compte tous ces départements. Bon, on a dit, d'accord, mais enfin, il faut mettre au pot. Ils sont montés à 106 millions. Mais 106 millions, je veux dire, ce n'est pas à la hauteur du défi qui est devant nous. Vous l'imaginez bien, je perds 25 millions, alors on va me dire c'était haut avant. Oui, d'accord, mais là, je retombe au niveau quasiment normal, simplement que j'ai 35 millions d'euros de dépenses de plus. Je suis passé de 300 millions en 3-4 ans de dépenses sociales à 355 millions. Moi, je vous tiens mes comptes à votre disposition, vous allez le voir, hein, sans travestir. 300, 355 en 3 ans, niveau très haut, je retrouve le niveau d'avant avec 55 millions de dépenses de plus. Comme l'an prochain, ça va encore morfler, je me retrouve en dessous du niveau avec les dépenses en plus que je dois toujours prendre. Voilà la réalité financière dans laquelle on est placé. Bon. Donc, pourquoi est-ce que ça n'aura pas d'impact sur l'investissement? Je termine là-dessus, parce que j'ai fait un peu Parce qu'on est à la tête de paquebot. Vous investissez, quand vous faites un pont, vous n'allez pas laisser le pont en mi-pont. Hein. Quand vous commencez le collège, moi, par exemple, j'arrête tout, j'ai encore, mettons, 150, 160 millions d'euros d'investissement à décaisser. Le drame, c'est que ce sont les effets cumulatifs. C'est-à-dire que là, je vais arrêter les investissements. Donc, les effets seront l'année d'après, si vous voulez, 2025-2026, parce que les projets qu'on ne lance pas aujourd'hui, on ne les retrouvera pas dans l'année prochaine, l'année d'après, l'année d'après. C'est ça, on est sur des temps courts sur les effets et sur des temps longs sur les conséquences de ces effets que nous vivons qui sont liés à la conjoncture. Est-ce que je me fais bien comprendre? Et c'est une situation très singulière. C'est pour ça que la Cour des comptes, moi j'ai eu le premier président, je les ai tous vus. Je me suis dit, mais attendez, je ne comprends pas. Et quand je lui ai dit, mais vraiment, regardez cette situation singulière où nous sommes, la dépense augmente très très vite chez nous. Vous augmentez de 4,6 le RSA. Vous dites, allez, c'est bien, c'est un geste machin. Vous avez le président du Nord. Il vous dit, allô, François, ça n'a pas du tout cette affaire. Tu sais combien ça me coûte? 30 millions d'euros supplémentaires. À l'échelle d'un département, 30 millions. Chez moi, l'unité de mesure, 2,6 millions. RSA, l'augmentation, 2,6 millions. Comment on fait à la fin? Moi, je vous le dis, je l'ai dit avec gravité, on va droit dans le mur. Alors, je sais bien qu'on est dans une situation budgétaire complexe. Mais d'abord, arrêtons de charger la barque. Arrêtons de faire des dépenses nouvelles. Arrêtons de laisser croire aux personnes que nous pourrions encore mieux faire. Nous devons mieux faire. Mais nous devons stabiliser les situations pour éviter la déperdition et pour éviter les fractures. Parce que le département qui se fracture, ou certains qui voudraient le poser en termes de strates, c'est le monde rural, vous allez voir, qui va trinquer. Parce qu'aujourd'hui, je le répète, nous sommes le perçu, et nous sommes réellement, mais perçus. Parce que la perception, c'est important dans les temps de crise. Nous sommes perçus comme le bouclier du monde rural. Voilà la réalité. Donc moi, je lance un appel. Sur le logement, enfin, attendez, il faut être sérieux. Vous nous proposez, finalement, le gouvernement nous propose, pas vous, mais le gouvernement nous propose de dire, vous allez prendre ce qui reste.
Mais enfin, c'est une façon de voir la France. Il y a 30 départements qui aujourd'hui, nous avons tous des offices de logement social. Tous. Enfin, 85 sur les 103. 85 ou je ne sais plus, 87. Enfin, je vous donnerai le chiffre très précis. On est 30 départements déjà à avoir les aides à la pierre. Bah, qu'on me dise au moins, ça a marché les aides à la pierre avec le département ou pas? Si ça a marché, pourquoi on va redonner ça aux communautés de communes, etc. Qu'on regarde ce qui a déjà marché. 30 départements, déjà, l'aide à la pierre, c'est-à-dire, grosso modo, j'ai regardé ce que c'est que la compétence AOH. En gros, c'est ça. Hein. On a la délégation des crédits et puis on assume la politique du logement. Alors, de toute façon, on ne prendra pas le logement d'urgence. Ça, c'est même pas la peine d'y compter. Parce que le logement d'urgence, ça, je vois bien. Voilà. Et deuxièmement, on s'assurera que si on nous confie la compétence logement, on s'assurera quand même qu'on ait les moyens en face, quoi, parce qu'il ne faut pas non plus que là, ce soit aussi un transfert de charges déguisé, etc. Moi, pour ce qui est du logement, je dis simplement que les communautés, les métropoles sont en mesure de gérer l'AOH. Les grosses communautés de communes, du type Châlons, son président, c'est M. Martin, que vous avez peut-être vu, qui a revendiqué pour l'ensemble des communautés de communes. Enfin, ça vaut pour sa taille de communauté de communes, qui est Châlons-sur-Saône, parce que c'est la première ville avec équivalence avec Mâcon, mais toutes les communautés de communes rurales qui sont déjà exsangues, vous allez leur dire, on va vous confier le logement, etc. Donc leur faire cette proposition à toutes les communautés de communes, je préférerais qu'on dise la chose suivante, voilà, vous allez mener une petite commission d'enquête ou je ne sais pas quoi, ou d'information peut-être plutôt, mais une mission même tout simplement, dire voilà, ça a marché dans le logement pour les aides à la pierre. Ça marchait, pourquoi on ne laisse pas continuer de marcher? Il y en a d'autres qui veulent l'aide à la pierre. S'ils ne veulent pas, il faudrait procéder par l'inverse. Sinon, vous allez avoir un truc déstructuré. Moi, je peux toujours avoir, j'ai des aides à la pierre, je peux toujours avoir une des plus grosses communautés de communes de mon canton qui participe de l'équilibre territorial, qui va dire monsieur, moi, je veux bien le prendre. Et après, on va me dire, ben, vous avez un trou ici, vous avez un trou là, etc. En fait, faut que le logement, c'est une politique globale aussi, hein. Ce n'est pas simplement de confier des manettes localement, etc. Il y a aussi une vision globale sur ce qu'est le logement, parce que ça participe, le logement, de l'activité, ça participe de l'aménagement du territoire, ça participe de la vie, ça participe de la solidarité, etc. Le logement, c'est vital. Donc je pense qu'il faut qu'on ait une vision plus globale. Donc moi, je préférerais qu'on travaille ensemble avec vous, les députés et députés sur le fait de se dire, on part de ce qui marche, et puis après, on regarde comment on peut faire là où ça ne marche pas, où là, les gens ne veulent pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Disons cela, c'est pragmatique. Moi, excusez-moi, j'étais trop long. Hein. Merci, Monsieur le Président. La parole est pour le groupe Renaissance est à Monsieur Didier Legac, Monsieur le député du Finistère. Moi, je suis très court maintenant. Vous avez la parole. Court, je vous promets. Hein. Merci, Président. Pardon ? 2 minutes maximum. Voilà. Cette fois-ci, je vérifie. Et cette fois-ci, je vérifie. Alors, je vais faire vite. Et pourtant, j'ai beaucoup de choses à dire. Merci, David, cher Président, de me laisser démarrer les questions. Merci à François Sauvadet. Merci, Président, d'être devant nous, devant cette délégation. Merci pour votre propos franc et sincère. Je partage bien évidemment ce que vous avez dit sur les départements qui sont en première ligne. Dans mon département, je salue l'action du président du conseil départemental parce que nous venons de connaître une tempête très violente de la nuit du 1er au 2 novembre et qui est en première ligne depuis, eh bien, c'est le département, avec un nouveau couple d'ailleurs. Autant pendant le Covid, nous avons beaucoup parlé du couple préfet-commune, et bien là, nous avons le couple préfet-président de département qui, depuis 1 mois et demi maintenant, œuvre chaque jour sur le terrain, comme quoi il faut effectivement pouvoir avoir des organisations différenciées. Ici, chez nous, en tous les cas, pour ce cas précis, c'est le préfet et le département qui ont œuvré ensemble. J'avais plusieurs questions. La mission Woerth, vous avez parlé rapidement. On a bien compris que vous êtes plutôt favorable à des organisations différenciées, mais en quelques mots, qu'est-ce que vous attendez de cette mission? Qu'est-ce que vous allez dire à Éric Woerth? Est-ce que vous voulez une clarification des compétences? Est-ce que vous voulez revenir à une compétence plus générale qu'une répartition trop stricte des compétences? Vous avez parlé du logement notamment. Est-ce que le principe de subsidiarité, est-ce que c'est pas ça qui manque justement quand une collectivité fait, une autre ne doit pas le faire, et que chacun reste vraiment dans son champ
de compétences. Mais la question principale, c'était pour moi sur le projet de loi plein emploi que nous avons voté, que vous avez évoqué rapidement. Nous l'avons voté au mois d'octobre, avec une nouvelle gouvernance autour de France Travail. Vous le savez, qui va être décliné autour d'un comité national, puis régional, et puis ensuite départemental ou infradépartemental, qui doit réunir donc les différents acteurs. Et là, il y aura une différenciation. Qu'est-ce que vous pensez de ce comité local? Est-ce qu'il doit être à l'échelle du département, à l'échelle d'un bassin d'emploi, interdépartemental? Enfin, quel est pour vous le bassin, l'échelon le plus pertinent pour lutter contre les politiques de précarité et améliorer l'emploi? Merci. Merci, chers collègues, d'avoir respecté les 2 minutes. La parole est à Monsieur Jocelyn Designy pour le groupe du Rassemblement national. Monsieur le député de l'Aisne, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président des départements de l'Aisne. Donc, je vais faire le plus bref possible. Vous avez déclaré, quand vous avez rencontré le Président de la République, qu'effectivement, les départements n'avaient pas pour seule compétence que le social, mais que vous aviez effectivement d'autres compétences, notamment la péréquation entre les villes et la campagne. Donc moi, comme l'a dit Monsieur le Président, je suis député de l'Aisne, un territoire qui est en difficulté, qui fait partie de ceux qui sont en difficulté depuis très longtemps. Donc j'ai interrogé Monsieur Fricoteau ce matin, étant donné que je savais que j'allais vous rencontrer. Donc la question que nous avons à vous poser, c'est concernant donc le soutien à apporter aux conseils départementaux en grande difficulté, compte tenu de la situation déjà fragile et qui ne peuvent plus faire face car leurs ressources baissent et leurs charges augmentent. Quelles sont les solutions que vous préconiseriez pour trouver une solution à ce sujet-là? Et j'ai également une autre question dans le cadre du triptyque aujourd'hui qu'on développe de plus en plus avec des communautés d'agglo, des régions puissantes et une Union européenne forte. Quelle est la place encore du département dans le triptyque historique que constituait la commune, le département et la nation? Je vous remercie. Merci, monsieur le député, chers collègues. La parole est à madame Catherine Couturier, madame la secrétaire de la délégation, députée de la Creuse. Merci, monsieur le président. Mouillet, député du groupe LFI NUPES. Monsieur le président, je partage en grande partie votre présentation. Et effectivement, vous avez beaucoup parlé du désengagement de l'État et de ses missions essentielles, notamment en matière de santé, d'éducation, de moyens pour la BJJ. Les départements sont le dernier rempart de la population contre la précarité. Et je ne vais pas rappeler les chiffres pour aller à l'essentiel. L'État, ce sont les départements qui assurent la lutte contre la pauvreté avec notamment tout ce qui est allocation sociale. Mais comment faire autrement ? Le gouvernement vous fait subir un matraquage budgétaire constant en réduisant vos recettes, en augmentant vos dépenses et en décorrélant l'impôt et la dépense budgétaire. Désormais, les départements de France sont les premiers précaires du pays. Cette précarisation, c'est le fruit de 20 ans de transfert de charges sans transfert de moyens. La Cour des comptes estime une baisse de 16% des recettes des droits de mutation onéreux, vous l'avez abordé, à cause de la baisse de l'achat immobilier. À ce stade, pas étonnant que plusieurs départements sont en grande difficulté pour boucler les budgets. Avec les différentes réformes que nous avons eues depuis des années, TH, TF, CVAE, une des premières recettes des départements, c'est maintenant la TVA. Les départements financent donc les allocations sociales et la lutte contre les inégalités avec la taxe la plus illégale qui soit. Quelle étrange manière de résoudre les inégalités, d'autant que la TVA est totalement hermétique à la dynamique territoriale, comme le pouvait être la taxe foncière. Résultat des courses ? Plusieurs départements, tels que la Loire-Atlantique, la Sarthe, la Gironde, n'arrivent pas à boucler leur budget. Lors de l'examen du budget, nous avions justement proposé une indexation de la DGF pour les collectivités. Et malheureusement, le 49.3 est passé par là, puisque nous avions voté le 345 millions d'euros pour le RSA. J'en viens à mes questions. Au regard justement de la situation, la mission Woerth qui est confiée, je voudrais savoir si, pour vous, est-ce que c'est pas cette situation d'étranglement des départements est une forme de dire, eh bien, on supprime cette strate, comme certains l'avaient envisagé, ou avec éventuellement la mise en place du conseiller territorial qui revient un petit peu à l'ordre du jour. Merci.
La parole est à Monsieur Pierre Cordier pour le groupe Les Républicains. Monsieur le député des Ardennes, vous avez la parole. Bien, merci Monsieur le Président. Tu as vraiment de la chance, Monsieur le Président de l'ADF, parce que tu as des représentants de la Creuse, de l'Aisne, des Ardennes. Dans le cadre de la répartition du fonds de sauvegarde, tu as vraiment là aujourd'hui un échantillon extraordinaire pour pouvoir te faire passer un certain nombre de messages, et notamment sur le critère population qui a été retenu dans le cadre, enfin, ou qui serait susceptible d'être retenu dans le cadre de la répartition de ce fonds. Simplement, moi, ce que je te demande, Monsieur le Président de l'ADF, c'est de la fermeté à l'égard du pouvoir exécutif et de Madame la Première ministre. C'est ça le message que je veux te faire passer aujourd'hui. Moi, je suis conseiller départemental depuis 20 ans. Ça fera 20 ans en mars 2024 que je suis conseiller départemental. Et qu'est-ce que je constate aujourd'hui en 20 ans? La manière dont les choses se sont passées au niveau budgétaire. Donc voilà, c'est pas seulement de la faute d'Emmanuel Macron et de ses gouvernements, même s'il n'a pas fait grand-chose pour les départements, mais ça date de bien plus longtemps. Et quand je suis arrivé en 2004 au conseil départemental des Ardennes, conseil général de l'époque, qu'est-ce qu'on pouvait faire en direction des communes, en direction du monde associatif, de l'éducation, des constructions de collèges et autres, et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc moi, ce que je te demande simplement, Président, c'est de taper sur la table. Moi, je ne veux pas reprendre les propos du président du groupe de la droite et du centre au niveau de l'ADF, mais il a eu le courage de dire à la Première ministre de manière très ferme la situation telle que on la vit aujourd'hui dans les conseils départementaux. Donc voilà, le département des Ardennes, 3 millions d'euros pour les MNA, généreusement, l'État rembourse 150 000 balles. Voilà, 150 000 balles, 3 millions d'euros sur une compétence régalienne, et tu l'as dit. Donc je souscris, j'allais dire, à la quasi-totalité de tes mots concernant les conseils départementaux, mais quand on voit la Première ministre et quand on voit les ministres compétents, il faut vraiment taper sur la table, parce que de toute façon, c'est un rapport de force, et si tu ne rentres pas dans un rapport de force, je pense que demain, effectivement, les choses seront encore plus compliquées. Merci, monsieur le député. Je me permets juste de dire que certains des départements en question étaient déjà en difficulté financière en 2016 et 2017. Et il suffit pour ça de regarder leur compte administratif. Non, mais c'est bien aussi de... Non, mais c'est bien aussi de le redire. La question est donc pour le groupe écologiste NUPES, à monsieur Jean-Claude Roux, député de la Loire-Atlantique. Chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci pour vos propos. Vous nous dites avoir été long, mais vous avez en même temps parcouru, balayé un certain nombre des éléments sur lesquels nous avions l'intention de vous interroger. Donc merci aussi pour le focus sur la santé mentale. Je vous rejoins entièrement. Alors, je ne sais pas si c'est sous-estimé mais en tout cas, je pense que c'est une vraie problématique du présent et des temps qui viennent. Je vais illustrer ce qu'on évite de faire généralement avec mon département, un certain nombre de points qui vont recouvrir les problématiques qui ont été développées ici. Le report du vote du budget de la Loire-Atlantique, qui pourtant n'est pas le département le plus démuni qui soit, donc département auquel il manque 100 millions d'euros, et donc pour l'instant qui est toujours dans l'attente de cette décision. Il va falloir faire des arbitrages et faire des choix. Et puis aussi un mouvement social assez fort du côté du SDIS et des pompiers en Loire-Atlantique, à tel point que la cérémonie de Sainte-Barbe départementale a été annulée. Et là aussi, c'est assez conflictuel avec le département, mais in fine, effectivement, c'est d'où sort l'argent pour effectivement répondre aux demandes syndicales. Et puis, une question sur l'attractivité, parce que c'est un terme qu'on emploie beaucoup dans cette maison et ailleurs, dans toutes les instances, qu'elles soient départementales, régionales, et qui commence à m'interroger, parce qu'elle déjà peut inclure une forme de concurrence entre les uns et les autres. Et si je prends là encore l'exemple, je vis dans une région qui accueille 25 000 nouveaux habitants par an, dont 17 000 rien que pour le département de Loire-Atlantique, qui maintenant a atteint 1,5 million d'habitants. Et effectivement, le département aujourd'hui reste vraiment, je peux le confirmer en tant qu'élu local, un vrai bouclier, un vrai soutien pour le monde rural. Mais si on continue ce développement à ce rythme-là, quid demain effectivement de la réponse par rapport à l'offre médicale? Comment est-ce qu'on fera pour se soigner en Loire-Atlantique? Comment on fera par rapport aux différentes ressources qui peuvent venir à manquer? Donc voilà, est-ce que cette question-là de l'attractivité, du déséquilibre est posée? Et juste pour terminer, voilà une question qui n'est pas très originale, mais qu'est-ce que vous pensez de la perspective du conseiller territorial qui revient à l'agenda politique?
Merci. Et pour conclure, Madame la vice-présidente Christine Pérez-Beaune pour le groupe socialiste, députée du Puy-de-Dôme, et dont il a été question à de nombreuses reprises dans l'intervention du président Sauvadet. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Président Sauvadet, pour votre venue. Merci aussi pour les prises de parole qui ont été très étendues, mais preuve que effectivement les compétences des départements sont elles-mêmes très étendues. Alors, sur le contexte financier, comme notre président David Vallon, j'avais déposé moi aussi un amendement pour les départements parce qu'objectivement, la situation en 2023 est difficile pour les départements plus que pour les autres collectivités. Et on a un retournement en 2023 de situation. Je vais revenir sur la prise en charge de la perte d'autonomie à l'aune de la transition démographique qui est connue. On a les chiffres. On a eu un papy boom, on a eu un baby boom, on va avoir un papy boom. Et que ce soit à domicile, en logement intermédiaire ou en EHPAD, vous avez forcément vu l'étude de l'IPP très récente qui, d'ici 2040, conclut à la nécessité d'augmenter de 42% les besoins de l'offre à domicile, compte tenu en plus de la difficulté de recruter dans ce secteur. Vous avez dû voir hier l'étude de l'INSEE aussi sur les plus de 60 ans en perte d'autonomie à domicile, avec une difficulté notamment parce que ce sont les départements les plus pauvres qui ont le moins de place en établissement, ce qui pose la question de l'accessibilité sur l'ensemble du territoire. Je ne reviendrai pas ici sur le rapport, mais je veux bien qu'on en parle parce que manifestement on partage certaines choses, c'est-à-dire que quand je dis que la gestion, et seulement la gestion, pourrait être centralisée pour les EHPAD, je parle de la gestion dans l'optique d'une aide nationale et de tarifs nationaux, ce qui est bien différent de ce qui se pratique aujourd'hui. Et que le système économique des EHPAD aujourd'hui est totalement obsolète. Faire dépendre l'aide des établissements, des résidents par rapport au statut des établissements est totalement anachronique aujourd'hui. Donc on en reparle quand vous voulez là-dessus. Très vite, une autre question sur la proposition de la présidente de Régions de France sur notamment la gestion des collèges par les régions. J'aimerais savoir quelle est votre position. Et puis peut-être sur la gestion des routes dans le cadre de la compétence mobilité, dans l'optique du rapport Wörth, si vous pouvez nous en dire deux mots. Je vous remercie. Merci, Madame la vice-présidente. Je vous donne la parole, Monsieur le Président, pour des réponses. On a déjà une question. Pardon. On a déjà une question en plus après. D'abord, je vais être le plus bref possible pour essayer, après avoir fait le tour d'horizon. D'abord, bon, j'ai eu Monsieur Wörth au téléphone, votre collègue et mon ex-collègue. Bon, on doit le voir prochainement pour lui dire ce que nous attendons finalement de tout cela. D'abord, il y a une idée. Je trouve que l'idée d'avoir présenté, d'ailleurs, beaucoup de, y compris même ici ou dans d'autres enceintes, on pose le problème de la décentralisation par les strates. Faut-il supprimer une strate? Je pense que c'est complètement décalé. Enfin, excusez-moi, je le dis comme je le pense. Hein, je m'excuse auprès de vous, mais après tout, on est là pour un dialogue franc. Je trouve que c'est décalé par rapport à ce qu'attendent nos compatriotes. La vraie question qu'il faut se poser, c'est comment on va agir mieux dans notre pays, pour les Français, avec des budgets du pays où il faut qu'on soit au clair sur ce qu'on attend de l'État, des orientations qu'il prend et que nous avons en partage, puisque nous avons leur déclinaison aussi territoriale. Voilà. Donc la vraie question de fond, c'est d'abord la réforme de l'État. La première question de fond. Comment se fait-il que dans un pays moderne, les lois que vous votez ne sont pas appliquées? On a vu l'ARS, on a tiré les leçons de la Covid, on disait voilà, il faudrait que les ARS, il y ait un conseil de surveillance ou un conseil d'administration présidé par un préfet, que tout le monde soit autour de la table. 3 ans plus tard, on en est où? Tout ça, c'est des questions. La vraie question centrale, c'est le rapport de l'État aux collectivités. Est-ce que l'État va accepter que des compétences soient exercées, à charge pour lui de les contrôler et de donner l'impulsion, et de se dire que les moyens doivent être dédiés pour les compétences et les objectifs ainsi fixés par la nation? C'est le cadre des élections nationales. Voilà. Et pourquoi est-ce que c'est si important la décentralisation? Parce que ça permet d'adapter des politiques qui sont nationales, mais aux réalités territoriales. Protection de l'enfance, c'est national. Ah oui, on veut protéger nos enfants. Simplement, dans les Ardennes, vous avez entendu le témoignage, et dans la Seine-Saint-Denis, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, pourtant, c'est le même projet, mais c'est pas la même réalité humaine. Pas la même chose dans la Creuse que dans le département du Nord.
Voilà, c'est aussi simple. Voilà, donc il faut la décentralisation n'a de sens. Il faut lui redonner tout son sens. Pourquoi on dit décentralisation? Et pourquoi l'État aujourd'hui veut se mêler de tout et finalement, en se mêlant de tout, donne le sentiment que nous ne ferions pas bien ce que nous faisons. Donc d'abord, il faut une remise à plat. Qu'est-ce qui marche dans le pays? On parle tout le temps de ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qui marche bien? Et pourquoi ce qui marche bien ne marche pas mieux? Donc nous, on a fait 103 propositions. Moi, je vous invite à vous en saisir pendant le débat. Nous, on a fait des propositions concrètes. Alors, je veux bien les revendications de tout le monde. Est-ce que ça fonctionne mieux depuis que les lycées sont repartis aux régions, etc. Enfin, je ne sais rien, mais en tout cas, ce que je constate, c'est que ça a complexifié la vie. J'ai plus les transports scolaires et le positionnement du collège, il est tout à fait déterminant pour la structuration de l'offre éducative territorialisée. Parce que derrière, c'est là, comme on bâtit des écoles, des lieux d'accueil pour la petite enfance, etc. On sait très bien que ça structure le collège. C'est le premier lieu de structuration. À la limite, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on redéfinisse aussi le périmètre du transport scolaire? On continue de transporter, nous, des enfants qui sont des enfants handicapés. Et pour monter dans un bus, il faut que je téléphone à la présidente de région pour savoir si elle est capable de remettre le bus. Moi, redonnez-moi le transport de proximité. Quel sens ça a de le voir depuis la région? Quel sens ça a? Franchement, moi aujourd'hui, pour faire circuler un bus d'un point A à un point B, on me dit c'est trop cher. Alors je dis je veux sauver le collège rural, donc on réorganise avec les parents d'élèves l'espace dans lequel on va venir rechercher les enfants, les collecter si je puis dire, et d'un seul coup patatras, ça ne marche pas parce que la région ne veut pas mettre le transport en place. Comment j'explique ça? Et la haine, elle vient de quoi? Ou les colères, parfois la haine, elles viennent de quoi? Elles viennent de dire on ne comprend pas, débrouillez-vous entre vous, même pas le savoir qui fait quoi. Ils s'en foutent les Français de qui fait quoi à la limite aujourd'hui. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit efficace. Moi, je vous dis, je vous mets sur la table. Vous savez, il y a des vieux. Moi, je vais vous donner le fond de ma pensée aujourd'hui, hein, parce que je pense que là, c'est le moment de le faire. En plus, je vous aime bien à l'Assemblée nationale, pour sa diversité. Imaginez un seul instant, vous allez me faire un scénario selon lequel les départements n'existent pas. Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Alors, on prend toutes les expériences, ça n'existe plus, on le supprime. Et on confie ça aux régions. Qu'est-ce qui a marché dans les régions? Ou un interco, qu'est-ce qui a marché? Vous vous rendez compte, déjà les intercos, le tissu même de la France, les maires ne vont même plus aux réunions de l'intercommunalité parce qu'ils ont l'impression qu'avec 100 élus ou 150 élus, les types, ils arrivent et puis que le film s'est déjà déroulé en leur absence, alors qu'ils sont les premiers maillons de la République française. Tout le monde, je crois, à peu près d'accord pour le constater et le dire aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, je demande une remise à plat simple. Et puis l'idée selon laquelle on va revenir aux vieux principes qui sont commodes, une compétence, un bloc, un financement, mais enfin franchement, qui croit ça aujourd'hui dans un monde moderne? Quand on protège l'enfant, c'est la famille. Quand on protège l'enfant, c'est le protéger dans la rue, c'est la police, c'est la gendarmerie. Quand on veut protéger les enfants, c'est la santé. Quand on veut protéger les enfants, c'est la justice. Simplement, je revendique, moi, je suis compétent et responsable pénalement de la protection de l'enfance. Or, je ne peux même pas mettre autour de la table pour les inviter, dans le respect de leurs compétences, le juge, le procureur, le préfet, sur une compétence que moi j'exerce, qui m'a été confiée par la loi. Pourquoi? Pourquoi? Sur le monde de la santé, c'est moi qui vais aux réunions de l'ARS. Pourquoi est-ce qu'on n'imagine pas tout simplement un échelon régional de santé avec les ARS dans lequel les élus s'impliquent, mais dans lequel les départements sont l'unité de base de la santé? On est responsable du médico-social. Est-ce qu'on ne serait pas capable, dans chaque département, d'avoir des véritables services, schémas départementaux d'organisation sanitaire et de santé? Pourquoi on ne commence pas par là? Tout simplement parce que le problème de la décentralisation, c'est que ce gouvernement, comme tous les gouvernements, comme tout le pays d'ailleurs, tous les gouvernements successifs, ils ont considéré que la France fonctionnait mieux de manière descendante, c'est-à-dire du pouvoir vers le bas, si je puis dire, c'est-à-dire vers la France, que l'inverse, c'est-à-dire de faire remonter les... Et c'est ça le problème de la décentralisation française. Donc moi, je vous le dis, je ne souhaite pas prendre toutes les compétences. On va s'occuper de la production d'hydrogène, des grandes stratégies industrielles, que la région s'occupe de ça. Donc de vouloir s'occuper des collèges, enfin déjà, ils sont déjà à peine capables de s'occuper du transport scolaire dans mon département, ils veulent encore prendre les collèges. Mais enfin, ça n'a pas de sens. Mais je ne dis pas ça contre les régions. Mais je dis quel est l'intérêt de la France là-dessus? Tout le monde a soif de proximité. On parle des services incendies, ça marche. On a des schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques.
Alors bien sûr qu'il faut travailler maintenant en zone, en espace zonal, parce que les feux de forêt, ben, évidemment, avant c'était dans le sud, dans le nord, on allait descendre dans le sud pour aller sauver le sud. Maintenant, c'est plus pareil. Même dans les Ardennes, on a des feux de forêt. Ça veut dire, il a tous les problèmes, les Ardennes. Ils ont le cumul de fonctions, ce qui peut que... Ce qui fait que c'est pour ça que je comprends leur colère et que je me fais leur interprète autant que je peux, mais ils sont plus en colère que moi. En tout cas, ils l'expriment plus violemment que moi, mais moi, je suis aussi en colère qu'eux. Bon. Donc, ceci dit, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait vraiment une vision à 360, qu'on nous donne les moyens de nos compétences. Derrière, il faut qu'on ait les moyens, je ne demande pas l'État mais qui nous fixe des objectifs et qu'on se fixe ensemble pour la France des objectifs atteignables. Quand je vois une loi bien vieillir, tout le monde se dit à la France, c'est bien, on va s'occuper de nos anciens. Et que pour la loi bien vieillir, on inscrit dans le budget 0. J'ai dû me battre avec la Première ministre, tu le diras à ton président, message amical. J'ai dû me battre avec la Première ministre, enfin me battre, avec le gouvernement pour obtenir simplement 150 millions. 150 millions pour l'APA, pour faire remonter au niveau de 40% tous ceux qui étaient en deçà. Vous imaginez ? Aujourd'hui, nous finançons 60% de la dépense. On fait une loi bien vieillir, on ne s'interroge même pas sur comment on va la financer. Vous venez de toucher 2,5 milliards avec la CSG sur la CNSA, on en prend 150 millions alors qu'on finance la moitié des dépenses entre santé et médico-social, voire même 60%. Il y a un moment donné, il faut se mettre au clair là-dessus. Donc il y a un problème de relation. Moi, je souhaite que vraiment, vous savez, c'est la dernière chance. Je vous le dis avec mes mots. C'est la dernière chance pour retrouver la confiance du peuple, c'est de se redire de manière très pragmatique comment on peut agir mieux pour les Français. Et à partir de là, je crois que l'expérience a montré que l'État s'organise dans les départements. Vous prenez même la CPAM, toutes les structures, elles sont départementales. Toutes les structures sont départementales, à l'exception des ARS. Mais la CAF, toutes les structures sont départementales, vous prenez toutes. Prenez les préfets, ils sont de département, prenez tout ça. Après, qu'est-ce qui fait que ça a posé le problème, y compris l'organisation de l'État? C'est qu'on a fait remonter les compétences à l'échelon régional, qui sont devenus, en quelque sorte, le bras armé de l'État. C'est-à-dire qu'on fixe les enjeux à l'échelon régional, l'État décide, fixe l'enjeu à l'échelon régional. Nous, on n'est même pas associés autour de table, alors que ce sont nous qui serons les acteurs. On nous dit, voilà, transition énergétique, climatique, etc., espace naturel sensible. On crée des agences régionales de la biodiversité, alors que c'est nous qui sommes au cœur du débat sur la protection des espaces avec des espaces naturels sensibles. Il y a un problème. Il faut toiletter tout ça. Ce n'est pas un grand soir, un grand matin dont on a besoin. C'est un grand soir et un grand matin institutionnel. C'est un grand soir, un grand matin du fonctionnement de l'État moderne. Il faut qu'il apprenne à lâcher prise, à faire confiance aux élus locaux et qu'on ait après des objectifs atteignables et contractualisés. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, la haute administration dirige. Voilà la réalité. J'ai été ministre de la fonction publique, je ne fais pas de démagogie. La haute administration dirige. Elle n'a pas renoncé à l'idée que les départements sont un échelon dont on pourrait se passer. Simplement, et je réponds en même temps à votre question, qu'est-ce qui fait que le département il compte autant dans la tête des gens? C'est qu'on ne plaquera pas une organisation institutionnelle à un pays qui est le fruit d'une longue histoire. Vous êtes d'où? Vous êtes de votre commune, vous êtes de votre pays naturellement d'abord, vous êtes de votre commune et de votre département. Les départements, il faut se rendre compte, on a dit qu'il y a trop de communes en France, mais enfin, on se compare à l'Allemagne. L'Allemagne, une histoire fédérale, sa constitution même est fédérale. Enfin, sa constitution, je veux dire au sens, non pas constitutionnel, mais son existence, sa création même est fédérale. Nous ne sommes pas du tout pour ça. La commune a été l'élément fondateur de la nation, elle l'est restée. Dans notre imaginaire et pour notre futur, ça restera. Donc ce n'est pas la peine de s'attaquer à ça. Au contraire, c'est comment faire de ce maillage territorial avec des élus qu'il faut éviter de désespérer pour faire en sorte qu'on s'organise mieux et redonner du souffle et de la respiration au pays. Vous savez ce qui me frappe le plus, ce qui m'inquiète le plus? Le peuple se désespère. Vous le ressentez tous dans vos circonscriptions. Vous n'êtes pas des hors-sol, vous êtes élus depuis déjà un certain nombre de temps. Moi, je n'aime pas quand on est hors-sol, etc. Vous les fréquentez, ils vous écrivent, ils vous engueulent. Mais le problème, c'est que ça grimpe l'échelle de la colère, l'échelle du sentiment d'impuissance. Elle grimpe l'escalier des élus. Et moi, les réactions comme le président, comme le député qui faisait état des réactions du député des Ardennes, etc., c'est un cri de colère parce qu'ils n'en peuvent plus, tout simplement. Un sentiment qu'ils voudraient faire, mais qu'ils ne peuvent pas, et qu'il y a une espèce d'asphyxie. Il y a deux façons de manifester l'amour, c'est de dire vos comptés et de vous asphyxier. La technique du boa.
Voilà, en ce moment, on est asphyxié financièrement, et puis on est asphyxié par des instructions et des choses qui nous tombent en permanence, des injonctions, finalement, qui ne correspondent pas aux réalités, qui sont devenues inatteignables pour nous tous. Donc ce sentiment de creuser le distance, c'est pas bon pour le pays. Voilà ce qu'on attend de tout. Alors, le conseil territorial, allons-y. Les gens attendent de la proximité, redisent leur amour à leur mère. Attends. Oui, mais moi, j'ai changé d'avis. Mais j'invite tout le monde à changer d'avis. Non, mais moi, à titre personnel, je n'y suis plus favorable. Ça avait du sens quand vous étiez avec des petites régions. Maintenant, avec des grandes régions, qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez, demandez aux gens ce qu'ils pensent de cette situation, aux élus locaux. Je ne mets pas en cause les présidents de région à leur qualité personnelle, leur engagement, leur compte. Simplement, conceptuellement, c'est trop loin, c'est trop loin. Les gens, ils veulent et je pense que la dimension territoriale est actuelle. C'est tout, elle est actuelle parce que c'est la rencontre entre l'aspiration de la proximité et la bonne échelle pour faire de la péréquation. Maintenant, ce qu'on attend de l'État, c'est de la péréquation verticale. Moi, vous savez, je le dis à nos collègues, là, parce qu'en même temps, je réponds à tout le monde. Notre collègue, moi, je veux bien qu'on ait tous les bras de fer qu'on veut. On est d'abord dans un pays qui est... Oui, bras de fer ou rapport de force, enfin, on l'appelle, mais il y a certains qui me disent bras de fer, d'autres rapports de force, enfin, on ne va pas soliloquer autour de tout ça. Le fond du sujet est le suivant. Nous avons un pays qui traverse une crise extrêmement profonde, dans lequel, moi, je demande 3 choses au gouvernement, et je l'exprime avec force, je n'ai pas le bras qui tremble. Et là, ma voix non plus, d'ailleurs, je crois. Enfin, j'essaie d'y veiller. Premièrement, c'est qu'on ne continue pas de charger la barque dans un contexte où il faut stabiliser d'abord les choses et la réponse aux personnes. Ensuite, comment on peut faire mieux pour apporter de la rapidité dans l'intervention, dans l'action? Quand on a une loi qui est votée, elle s'applique 2 ans, 1 an et demi, etc., alors qu'on a l'heure du smartphone et du machin. Donc il faut vraiment qu'on utilise, non pas qu'on utilise au sens généreux du terme, l'agilité des collectivités territoriales pour en faire un bras armé de la France. Dans une vision croisée, État, il faut qu'on ait les moyens. C'est tout. Moi, je vais vous te dire le seul combat qu'on voudrait mener. Mais ça, quand je parle de ces combats, on a des débats entre nous. Moi, je reconnais la diversité, je la revendique. Mais en même temps, la seule chose qu'il faudrait faire, vous savez ce que c'est pour régler le problème de tous les départements de France au jour d'aujourd'hui, avant de travailler sur l'autonomie fiscale, les libertés locales, le bloc de compétences, la vision à 300-500, première chose qu'il faudrait faire, vous nous donnez, on finance, l'État finance à totalité les allocations individuelles de solidarité qui doivent relever de la solidarité nationale, il n'y a plus de problème dans les départements de France. On finance 60% des allocations, 60%. Donc moi, ce que je demande au Parlement, c'est de nous donner une trajectoire pour qu'on aille au moins à 50-50 dans un premier temps. On n'arrive même pas à obtenir ça. Que l'État nous aide à 50-50 avec une aide spécifique pour les départements les plus fragiles. Regardez vos dépenses. 350 millions de dépenses sociales chez moi. Regardez ce que représentent les prestations. Et j'en paye 60%. On règle les problèmes de beaucoup de départements. Après, il ne faut pas qu'on rentre dans un débat qui est alimenté, sur lequel il y aurait des départements riches et des départements pauvres. Chacun a ses spécificités. Simplement, il faut s'assurer que les ambitions que nous avons pour un pays et les missions qui sont confiées dans une vision croisée entre les départements et l'État, elles soient rendues possibles par les moyens financiers que nous mettons en face. Tout simplement. Donc il faut faire preuve aujourd'hui de responsabilité. Ce n'est pas la peine de chercher. Et comment on peut faire mieux? Je vous le redis, moi, j'aimerais qu'un jour, on ait une réunion, vous allez prendre les 103 propositions. Après tout, demandez à chacun leur proposition. Moi, j'ai fait 103. Vous me dites oui, non, 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 puis vous m'expliquez ce que vous retenez, ce que vous ne retenez pas. Ça, c'est l'émanation du peuple, de nous, du peuple de département de France et des conseils départementaux. Tout le monde a travaillé là-dessus. Ça fait 3 ans qu'elles sont portées sur le débat. J'attends des réponses. Donc voilà. Bon. Et puis sur notre histoire, les départements sont l'identité de la France. C'est cette mosaïque qui fait que, souvenez-vous, quand on avait voulu supprimer de la plaque minéralogique le numéro du département, ça avait fait un tollé, parce que c'est un phénomène de reconnaissance. C'est une identité qui n'est pas repliée, mais heureuse. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est un phénomène identitaire. Ça compte dans le panorama, parce que c'est notre histoire.
Et que moi, je crois, on bâtira quelque chose de bien. Mais, et quel est l'échec aujourd'hui des grandes régions? C'est qu'on a voulu plaquer une dimension administrative sur des réalités sociales, sociologiques et territoriales qui n'étaient pas perçues comme étant, qui ne sont plus perçues aujourd'hui comme étant pertinentes. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce problème? On revient aux anciennes régions, on en revoit le périmètre. Il faut l'oser. Il faut l'oser. Qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui? Et qu'est-ce qui marche? Voilà ce que j'attends de la commission. Puis pour le restant, ben écoutez, vraiment, sur le plein emploi, l'échelon départemental, je crois qu'on a beaucoup travaillé avec le gouvernement et le Parlement. L'échelon départemental, c'est le bon, on fait de l'insertion. Après, on a des commissions locales territorialisées pour faire en sorte que sur Pôle emploi, France Travail, et dans le cadre de l'insertion, maintenant, il faut que la région soit au rendez-vous pour territorialiser ces formations. Parce que la question, quand on vous fait une formation où vous avez 150 ou 200 bandes pour aller la faire, ou que vous êtes dans une visio qui n'est pas suffisamment organisée, il faut aussi rénover notre système de formation pour l'orienter vers les métiers en tension. Et ça, il faudrait qu'on ait un dialogue beaucoup plus construit avec les régions qu'aujourd'hui. Les solutions pour les départements en difficulté, je l'ai dit, retrouver de l'autonomie et de la péréquation. Je le dis à notre collègue aussi, la péréquation horizontale, il faut bien le dire à tous nos collègues, elle est au bout du souffle et est au bout du système. La péréquation entre nous. On était le seul niveau strate qui a fait de la péréquation horizontale sur les droits de mutation. Paris vient d'accepter à nouveau, et je les remercie, pourtant je ne suis pas... Voilà. Paris vient, je les remercie, vient d'accepter de monter le niveau de contribution pour garantir le fonds de péréquation entre nous, de péréquation, dans un contexte de droits de mutation, dans un contexte où ils perdent des centaines de millions. Merci Paris de nous avoir aidés. Merci le département du Var. Merci le département de la Loire-Atlantique. Non, pas Charente-Maritime. Alpes-Maritimes, puis Charente aussi, je crois. Pas Charente ne contribue pas. Mais alors, les Alpes-Maritimes, je crois que la Charente contribue un peu. Non. Maintenant, Bouches-du-Rhône, c'est une situation particulière, puisque la métropole, c'est un département, la métropole. On n'a plus de compétences. Fini. Le département, c'est le tour. Si vous voulez, c'est la théorie du jaune d'œuf. Donc, voilà. Donc, moi, je vous demande simplement un truc. Lutter contre cette perspective de la haute administration qui dirait que le département, c'est l'échelon de trop et que finalement l'État pourrait faire mieux que nous ne le faisons. Ça, franchement, on irait droit dans le mur dans le pays. Je vous le dis. Hein. Et je vous dis ça au terme de tant d'années. Voilà. Et puis j'espère que Éric Woerth, avec vous tous, puisque je sais que vous allez y travailler, en particulier vous, vraiment, soyons pragmatiques. Parce que de toute façon, ce sera très compliqué. Si on part sur un standard institutionnel de grande révolution, il faudrait trouver une majorité ou passer par des procédures référendaires dont on ne sait pas où ça pourra aller, tout ça. Moi, ce que je vous propose, c'est d'être extrêmement pragmatique et que nous affichions ensemble comment mieux agir pour les Français. Avec un diagnostic croisé. Et moi, je suis prêt à vous dire ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'on ne fera plus, et bien ce qu'on doit faire. Voilà. Merci, enfin, merci Monsieur le Président. Avant de donner la parole à notre collègue Lionel Royer-Perrault, je tenais à dire que si en entrée d'audition, j'ai tenu à rappeler le constat qui était partagé par tous de la situation financière difficile des départements, c'était pour expliquer qu'ici, ça faisait l'objet d'un consensus, de même que le fait que le niveau de collectivité qui aujourd'hui est le moins en difficulté sur le plan financier sont les communes de moins de 5000 habitants. Ça aussi, c'est un fait qui est objectivé et qu'on a déjà partagé ici. Et personne ici ne doute des difficultés dans lesquelles les départements se trouvent. Pas plus, et je l'ai dit en début d'ouverture de commission, que ici, quiconque, et je ne crois pas que ce soit le cas d'Éric Woerth non plus, ni aucune des personnes qui composent la mission qu'il aura animée, personne n'envisage la suppression d'une strate, et pas plus celle des départements, que le fait de redessiner les régions, car je crois qu'on perdrait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à le refaire. De même que je dis ici, et je partage ce constat, que le balai de retour des compétences, et notamment sur le transport scolaire, il me semblait que l'Association des départements de France ne le réclamait plus, ce que vous aviez dit lors de la mission d'évaluation de la loi Notré, puis de la mission d'évaluation de l'inspection de l'administration qui a été conduite sur l'évaluation de cette compétence. D'ailleurs, elles ont constaté toutes les deux qu'elle était bien exercée par les régions et qu'on n'avait pas perdu en proximité. C'est ce que disent les deux parlementaires en question et l'inspection générale de l'administration. Je suis extrêmement réservé. Et donc, voilà,
il me semblait que ce n'était pas la position de l'ADF à date, mais je peux me tromper. Donc, non, mais c'est pas une revendication. Moi, je ne revendique pas. Je dis simplement que de nombreux départements sont confrontés à une problématique liée au transport de proximité, liée au transport scolaire. Et je dis que les transports du handicap, ça me pose question, parce que nous avons là un problème. Alors je dis qu'il faudrait réfléchir. On a réfléchi sur le logement, il faudrait réfléchir sur le transport. Est-ce qu'il ne faut pas revenir non pas sur la compétence, mais revenir sur de la subsidiarité, sur le transport de proximité infra-cantonal, je sais pas quoi, moi, par secteur, un grand secteur d'éducation ou par secteur d'éducation nationale, et le confier par subdélégation au département pour l'organiser. Ce qu'ont fait certaines régions. Ce qu'ont fait certaines régions. Aujourd'hui, oui. la lettre de la loi Notré, c'est la capacité à déléguer. Ça se fait d'ailleurs dans beaucoup de régions, à certains départements, en fonction des situations locales. Donc, j'arrête là sur cet aspect que je connais assez bien. Je donne la parole à mon collègue Lionel Royer-Perrault, et en m'excusant d'ores et déjà auprès de mes collègues si je dois m'absenter d'ici quelques minutes, puisque je vais présider pour la dernière fois une commission d'enquête dans quelques minutes. Monsieur le vice-président Royer-Perrault, député des Bouches-du-Rhône, vous avez la parole. Bien, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci pour votre intervention passionnée d'un homme qui aime passionnément son territoire, de ce que j'en comprends, et au-delà, l'institution qu'il représente. Donc permettez aux parlementaires, qui a été premier vice-président du département des Bouches-du-Rhône pendant de très nombreuses années, et puis également président d'office HLM. Et donc, ce que vous évoquez quelque part, c'est la profonde mutation de notre société, et donc de la nécessité d'en tirer un certain nombre de conclusions structurelles dans l'organisation institutionnelle, notamment de nos territoires. J'aurais voulu porter ma question plus spécifiquement sur un sujet qui a été abordé, mais qui me tient particulièrement à cœur, à savoir le dossier du logement. Hier, nous auditionnions le ministre du Logement, Patrick Vergrit, et il évoquait notamment sur les enjeux de décentralisation 3 axes. D'abord, le niveau territorial du chef de filât, donc ce serait intéressant de connaître votre appréciation sur le sujet. La ressource, donc quelle ressource doit avoir demain donc l'autorité d'organisation de l'habitat au niveau territorial, le levier fiscal, transfert de l'État, les deux. Quelle est votre appréciation sur la chose? Et troisième sujet, troisième axe, c'était notamment les compétences. Et notamment, est-ce que ça doit être une compétence générale sur la politique du logement ou plus spécifiquement axée sur le logement social? Donc, si vous avez en la matière des réponses précises à nous apporter, bien écoutez, nous serions ravis de vous entendre. Merci. Écoutez, merci, Monsieur le Vice-président. Je serai plus à même, merci Monsieur le Président, cher David, je serai plus à même de vous répondre dans quelques 20 minutes, parce que je vais voir à mon tour, je vais revoir à nouveau le ministre pour clarifier tout ça, parce que j'ai pas très bien compris donc la façon dont ça s'organise. Enfin, qui s'est exprimé sur le logement tout à l'heure? Ah, c'est vous, David, Monsieur le Président, sur le logement, en disant voilà. Métropole, grande intercommunalité, etc. Alors que je croyais l'avoir convaincu de dire on va commencer déjà parce que des départements qui ont déjà travaillé sur les API. Le deuxième sujet, c'est qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir ce qu'on veut faire de l'ANA. J'ai l'impression que la doctrine est assez claire, c'est que l'ANA et ses crédits, compétences d'État, appelé à le rester. De ce que j'ai compris, à moins que, hein? Bon, alors on la régionalise. Alors, c'est toujours le même problème. La régionaliser. Quel sens la régionaliser, la région dans l'habitat? Pardon, François. Et juste comme on avait un collègue qui nous interpellait sur ce qu'avait dit le ministre hier, il a évoqué la possibilité d'une gestion décentralisée de fonds d'État, comme c'est le cas pour de la gestion de fonds européens qui est décentralisée à certaines collectivités. Oui, avec une latitude d'interprétation. Il faudra les décentraliser au niveau de la compétence exercée, parce que sinon ça n'aura pas de sens. Sinon tu vas créer, c'est toujours le même problème, on va créer des schémas régionaux dont les acteurs principaux de leur réalisation sont des présidents de départements ou des intercommunalités. Donc il y a un moment, ça suscite aussi beaucoup d'inquiétude, parce que... Oui, bien sûr, mais c'est souvent le cas. Non, mais sur tous les schémas qu'on a eus, tous les schémas régionaux, les SRADET, regarde les creux, les COP, etc. Les COP, selon les régions, les départements, il faut que vous le sachiez, mesdames, messieurs les députés, mais les CREP, les COP aussi. On nous a demandé un.
Je suis désolé pour la COP, hein, et les CRE aussi. Donc la CRE, par exemple, selon les départements, il y a un président de département devait représenter tout l'ensemble. Regardez ce qui s'est passé en Vendée sur l'énergie. Ils sont extrêmement en avance avec des pompes à essence faites par les syndicats d'énergie de Vendée, etc. Enfin, faut être réaliste comme ça. Pour ça, donc moi, je n'ai pas encore les réponses sur moi. Ce que je dis, c'est simplement que ce qui a marché, est-ce que c'est en mesure d'être développé? Il y a des préfets d'ailleurs qui ont refusé de confier les aides à la paire à des départements. Il faudrait qu'ils nous disent pourquoi. Enfin, ce serait intéressant qu'on mène un peu une enquête sur, enfin une petite investigation, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Nous, on l'a fait. On sait très bien que les aides à la pierre, après, si on veut aller au-delà, c'est-à-dire que politique du logement et transition énergétique, ça, si on veut aller vers la transition énergétique, etc., il faudra se rapprocher vraiment de tous les acteurs du territoire. Et là aussi, il faudra que les moyens ne soient pas répartis à un échelon qui n'est pas compatible avec l'exercice de la compétence elle-même. C'est ça la vision de fond qu'il faut avoir. Simplement, il faut qu'on ait un débat, puis après on le coordonne. Alors à quel échelon on coordonne le logement? Je pense qu'un échelon départemental de coordination, c'est l'échelon le plus pertinent. Parce que vous avez des cas où vous avez une métropole, des grandes villes, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pose problème dans le ZAN, etc. C'est que vous avez au nom de la non-artificialisation du sol, vous avez dans les villes, on construit, etc. On continue de dire des maires bâtisseurs. Et puis vous êtes dans la première couronne, vous pouvez pratiquement plus construire. Et puis dans le restant du département, tout le monde se regarde en se disant qu'est-ce qu'on va devenir si on veut avoir un équipement avec des... Bon, c'est quand même très compliqué, hein. Donc ça suscite de l'incompréhension. Si on n'a pas une coordination à l'échelon d'un département, je pense que c'est le bon échelon, puis ensuite de faire de l'interdépartemental pour les effets de bordure, etc. Le type qui est à Mâcon, il regarde du côté de Lyon. Ben ça, vous ne pouvez pas faire autrement, c'est la vie. Donc on peut avoir après des visions partagées sur des politiques partagées territorialement à l'échelon d'une plus grande région, en tout cas bordurier. Mais je pense que l'échelon départemental de coordination d'une politique de logement, c'est le bon échelon. Si on veut participer de l'équilibre territorial et qu'on pense que le logement est un des facteurs importants d'attractivité, mais aussi de vie sociale, de vie d'accueil, etc., il faut bien qu'on travaille à un échelon qui soit de coopération ville-campagne. Moi, ce que je crains après, c'est que si on va trop loin là-dedans, je l'ai dit, nos offices ruraux, nos offices départementaux, qui sont pour l'essentiel des offices ruraux, quand il y a une métropole, une grande ville, parce qu'ils ont leurs propres offices. Nous, on fait de l'équilibre territorial, on fait de l'équilibre financier de nos offices, en allant investir aussi dans la ville. Sinon, il n'y aura pas d'équilibre financier, vous le savez bien. Très bien. Ben, écoutez, merci Monsieur le Président pour votre intervention. Merci aux collègues qui ont animé également cette réunion. Et puis nous vous souhaitons donc un bon rendez-vous avec le ministre donc du Logement. Et je suis intimement convaincu que nous pourrons poursuivre ces échanges. Et vous savez que vous avez avec la délégation parlementaire aux collectivités locales des élus à l'écoute, des élus qui ont tous été pour la plupart élus locaux avant d'être parlementaires et qui donc connaissent bien les réalités des territoires et les difficultés que les collectivités, d'une façon générale, peuvent rencontrer. Quelles que soient nos obédiences politiques, je pense que nous avons en commun le fait de quand même bien comprendre et bien défendre les réalités des collectivités territoriales. Moi, je tiens vraiment à vous remercier, mesdames, messieurs les députés, hein, parce que vous avez un rôle majeur à jouer dans toute cette affaire. Je pense que c'est l'ouverture de ce débat, c'est la dernière chance pour apporter des réponses, en tout cas, simplifier un peu la vie des élus locaux et de nos compatriotes et leur apporter des réponses. Je pense franchement que c'est une opération de dernière chance parce qu'aujourd'hui, je vois, même dans nos présidents de département, je vous le dis franchement tel que je le ressens, je vois monter un sentiment de colère, d'incompréhension, de ras-le-bol aussi. Vous vous rendez compte, ça grimpe les escaliers. Hein, et quand les élus locaux commencent à être eux-mêmes en situation de désespérance par rapport à la capacité à faire changer les choses dans un pays et à les adapter à répondre aux problèmes. Regardez, je vous disais le problème de l'eau. Ça fait des mois et des mois, il faudrait que vous travailliez dans chacun de vos groupes. Je demande simplement à ce qu'on ait un petit amendement pour dire, voilà, un département, à la demande d'une intercommunalité, à la demande d'un syndicat, pourrait prendre une maîtrise d'ouvrage déléguée. Je ne parle même pas de compétences. Je demande simplement que quand les gens ne peuvent pas tenir le crayon, on puisse le tenir nous. Battez-vous dans vos groupes pour qu'on trouve le moyen d'inscrire ça à un moment donné ou à un autre. Rien que ça. Tout le monde parle du changement climatique, du choc de l'eau, etc. Je ne peux même pas prendre le stylo que je voudrais prendre pour aider un syndicat et produire de l'eau potable. Enfin, vous imaginez? Pour produire que de l'eau brute. Enfin, franchement, à un moment donné, voilà, donc...
au sein des réunions de groupe, parce que vous avez l'expérience, vous avez aussi la sensibilité de cet échelon départemental, mais je crois que c'est une chance pour la France, réellement. Hein. Je pense que cet échelon est à réinventer. C'est une vraie chance pour la France, j'en suis sûr. Bien, écoutez, je Merci suis persuadé beaucoup, en tout que nous cas. saurons le faire ensemble. Merci, et passez une bonne soirée. Merci.